Bien, bonjour à tous et merci d'être venus pour cette deuxième réunion qu'on a prévue donc, pour la liste Ensemble pour Lunelier. Alors, on a fait une première réunion le 1er février dans lequel on a fait, j'ai fait surtout un constat sur Lunelier. Donc aujourd'hui, je vais essayer de ne pas être trop long, même s'il y a toujours énormément de choses à dire. Je vais d'abord faire la transition entre ma première réunion et ma deuxième réunion, tout simplement parce que cette première réunion, d'ailleurs, elle est disponible sur Ensemble pour Lunelier. Elle est sur une chaîne YouTube. Vous avez un lien, vous y allez. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir avant. Bon, moi, je pars du principe qu'une mairie, c'est un peu comme une entreprise. Une mairie, c'est un peu comme une entreprise. Donc, on fait un constat, un état des lieux de la situation à un moment donné, avant de prendre l'entreprise. Et puis, on fait un bilan de ce qu'on a dans ce village, de ce qu'on avait les 18 dernières années, les 18, pardon. Et puis ensuite, on fait des propositions par rapport à ce qu'on souhaiterait que ça devienne. Donc, la réunion, ça va être... Aujourd'hui, on est là pour parler de la liste et du programme. Mais je vais quand même répondre à M. Fenoy, parce que M. Fenoy, il a fait en catimini, vite, une réunion vendredi. Donc, il a inauguré cette salle jeudi. Donc ils n'ont pas tout à fait fini, mais enfin, il avait absolument besoin de l'inaugurer. Donc il a inauguré cette salle jeudi, il a fait sa réunion vendredi, et comme il a porté quelques attaques sur les deux listes qui se présentent contre lui, je vais lui apporter quelques réponses quand même. Et puis, petite phase, je fais la transition entre la précédente réunion et celle-ci, mais moi je vais me focaliser aujourd'hui plus sur les éléments de programme qu'on va présenter et la liste des gens qui m'accompagnent pour ce mandat. Bien. Alors, la précédente réunion, j'avais fait un constat. Ça, c'est la situation sur les logements de la cave. Parce que j'ai dit, M. Fenoy, il était à fond, logements sociaux. Mais vous allez voir, hein, il a changé son fusil d'épaule. C'est-à-dire que là, vendredi, il a dit qu'il ne veut plus de logements sociaux à Lunelier. Formidable, parce qu'il en a tellement promis que moi, je me suis alerté. Donc ça, c'est les logements de la cave. Ça a été diffusé à ma première réunion. Voilà, parce qu'apparemment, pour lui, à Lunelier, tout va pour le bien. Tout va bien. Il n'y a pas d'insécurité, il n'y a pas de trafic de drogue, il n'y a rien, tout se passe pour le mieux. Mais moi, je suis allé sur le terrain, je suis allé rencontrer les gens de la cave là-bas, et ça, c'est la situation dans des bâtiments qui sont assez récents. En 2017, ils sont neufs. Et donc, vous pouvez constater, regardez l'état du placo, les chaises dans lesquelles s'assoient les personnes qui vendent de la drogue. Et donc, moi, je disais, ce n'est pas une critique contre M. Fenoy, je dis ça. C'est à la connaissance de tout le village, et puis on n'en parle pas. On fait comme si c'est normal. Bon, pour eux, c'est normal, pour moi, ça ne l'est pas. Alors, ça, c'est avant, signalé à ma réunion, et maintenant, regardez ce que c'est. Vous voyez, il suffit de le dire. C'est pas compliqué. Hein. On met l'accent, on dit là, vous voyez, moi, ça, je trouve que c'est pas normal. Donc, comme quoi, la réunion, elle a eu un effet positif. Puisque maintenant, bon, combien de temps ça va durer ? Alors ça, évidemment, je n'ai pas la réponse. Mais comme je l'ai dénoncé, eh bien effectivement, je suis content. Ils ont remis les inspecteurs, ils ont nettoyé, ils ont débarrassé les chaises des gens qui squattent les lieux en permanence et qui empêchent les gens d'y aller. Donc je vous disais, si vous voulez voir la vidéo YouTube de ma première réunion qui est sur mon lien, vous verrez un petit peu le constat que j'avais fait du village. Donc il y avait ça que j'avais remarqué, et puis ensuite, il y avait aussi ça. Voilà. Donc j'avais signalé que dans tout le village, il y avait des bouteilles. Donc, avant, c'est ce que j'avais signalé parce qu'il y avait énormément de bouteilles qui traînaient dans le village. Et puis moi, pour moi, c'est pas normal parce que ça fait des années qu'elles y sont. Je veux dire, tous les jours, les gens passent et ils le constatent. Alors, c'est pareil, c'est un fléau national, le protoxyde d'azote. Alors, avant la réunion, elles traînaient dans le village. Après la réunion, ils ont pris la peine d'aller les ramasser. C'est pas compliqué, hein. Ils ont pris les employés municipaux, ils ont pris le chariot, et puis ils les ont mis de côté. C'est quand même mieux quand il n'y en a pas que quand on les voit traîner partout. Et plutôt que ça finisse, d'ailleurs, ce genre de truc, c'est extrêmement dangereux parce que ça finit dans l'incinérateur. Et puis chaque fois que ça monte en température, ça explose. Donc ça dégrade l'incinérateur qui coûte des millions d'euros, parce que c'est nous qu'on le finance. Et puis ça peut aussi causer, c'est rarement arrivé, mais des accidents graves pour les personnes qui travaillent là-bas. Parce qu'une bouteille comme ça qui explose dans un incinérateur, ça vous arrache une porte. Voilà. Donc ça, c'était un petit constat, justement. Donc le fait que je sois intervenu là-dessus et que j'en ai parlé, eh bien effectivement, ils ont pris le soin de les ramasser. Elles sont restées pendant des années. Bon, aujourd'hui,
Au moins, ils ont pris conscience que... Alors, je parle de ça aussi parce que pour M. Fenoy, il n'y a pas d'incivilité, il n'y a pas d'insécurité. Lunel-Viel est un village où tout se passe bien. Bon. Alors, il a pris des chiffres de la gendarmerie en disant que non, à Lunel-Viel, il n'y a pas de gens... J'ai jamais dit que les gens se faisaient agresser. Moi, j'ai parlé du trafic de drogue. Il y a 2 points de deal répertoriés à la préfecture. Donc, c'est pas la faute à M. Fenoy, mais ils sont là. Si on fait rien, de 2, on passera à 4, de 4, on passera à 6. Et lui, il avait dans l'idée de faire beaucoup plus de logements sociaux. Je vais en parler juste après. Mais là, dans sa réunion de vendredi, j'ai été surpris parce que finalement, il a dit qu'à Lunel-Viel, on est quasiment les premiers à avoir sur le bassin. Il y a Lunel-Viel, Marciargues. À Lunel-Viel, il disait qu'il y avait 18%, la loi SRU, et qu'avec la maison de retraite, on avait 20%, donc on est les premiers, et que finalement, il faut arriver à 25%. Donc du coup, il va dire au préfet qu'on n'a plus besoin d'autant de logements sociaux. Bien, tu me mets la suivante. Alors, j'avais donné ce tableau-là, parce qu'il a porté un commentaire là-dessus, il a dit que j'étais un menteur. Bon, j'étais un menteur, alors ça c'est le bourg-centre Lunel-Viel, ça a été signé en 2023, il en a même parlé à sa réunion. Donc Lunel-Viel, c'est quoi? C'est le quartier de la Cave, donc on en a parlé, des logements qui ont été faits. Donc le quartier de l'Orangerie, bon, c'était pas mentionné. Il y a le quartier des Hortes, où ils ont fait un bâtiment qui était prévu, voilà. Vous avez le quartier de Lune. Donc il y a marqué non prévu au PLU. Alors lui il dit que je suis un menteur parce qu'il dit que ça, le stade du clos, c'est des trucs qui étaient prévus, mais que maintenant c'est plus prévu. En fait, voilà, il y a marqué NR non réalisé. Donc il me dit qu'en fait, ça y est, c'est du passé. Mais là, vous voyez, il y a écrit, l'entreprise n'a pas déménagé. Et oui, parce qu'il faut faire des logements quand même. Il faut enlever celui qui est sur place. Au moins, il faut qu'il veuille bien faire la valise. Et donc lui, il a dit que Haïfa, finalement, il devait s'installer à 7, mais il ne s'installe plus à 7, il reste sur Lunel-Viel. Mais moi, je suis ravi que le groupe Haïfa reste sur Lunel-Viel, parce que là, il avait prévu quand même 250 logements. C'était prévu, le bailleur social, ils l'ont dit à l'aglo, c'était prévu, les dernières réunions de l'aglo, le bailleur social qui devait faire venir les logements, ici, c'était Montpellier-la-Paillade. Donc moi, je suis pour le logement social, mais en fait, si à Lunel-Viel, on va ramasser tout le quartier de Pisseveng à Nîmes, et tout le petit bar de Montpellier, et toute la Paillade, je crains qu'on soit un peu dépassé, parce que si on avait vraiment des forces de police et de gendarmerie comme il y a dans les grandes villes, je vais dire, peut-être qu'on peut gérer la situation. Mais avec le peu de force qu'on dispose, ça devient des zones de non-droit. Alors, je vous ai mis un lien là, parce qu'il me traite à moi de menteur. J'aimerais bien savoir comment il va faire, parce que ça, vous avez un lien ici, qui est écrit, je le mettrai sur la page. C'est un courrier du préfet, ça. C'est le préfet, il a adressé un courrier au président de l'aglo le 28 novembre 2023. Et dans ce courrier, si vous savez lire comme moi, M. Fenoy, donc il a dit au préfet, il envisage de consacrer 76% de sa production de logement à du logement social. Donc ça veut dire qu'il s'est engagé auprès du préfet à faire 76% de logements sociaux, c'est-à-dire la continuité du programme qu'il avait établi, c'est-à-dire faire venir les gens de la Paillade et prévoir 250 logements en plus des 350 que nous avons pour arriver à un total de 550. Et hier, il disait que finalement, vendredi, quand il a fait sa réunion, étant donné que nous avons beaucoup de logements sociaux, eh bien, qu'il va voir, il va dire au préfet que finalement, on n'a plus besoin d'en avoir. Donc, le problème, c'est que si je regarde depuis qu'il est arrivé avec M. Charpentier, en 18 ans, vous le constatez comme moi, il y a énormément de logements sociaux qui sont arrivés à Lunel-Viel. Enfin, il me semble qu'ils sont visibles. Et puis là, il a signé un courrier 2023 où il s'engage à faire à 76%, parce que c'est écrit, c'est acté, c'est un engagement qu'il a pris. Et regardez, la ville de Lunel, elle n'en prendra que 53%, et la ville de Marciargues n'en prendra que 60%. Et nous, on est déjà les premiers, c'est-à-dire qu'en fait, comment ça se passe? La loi SRU, elle dit que les logements sociaux, c'est uniquement les communes de plus de 3500 habitants. Donc ça veut dire que toute l'agglomération qui a 14 communes, il faut qu'elle respecte 25% de logements sociaux. Mais les petites communes, elles n'ont pas d'obligation, donc elles ne les font pas. Conclusion, c'est Lunel, Marciargues et Lunel-Viel. Donc Marciargues, oh, j'ai rien contre le maire de Marciargues, mais en fait, ils ont trouvé la parade. Ils se sont dit, Marciargues, c'est une zone inondable.
comme c'est inondable, on va dire au préfet, écoutez, bon, on veut bien faire des logements, mais à moins qu'on les fasse au pied du Vidourle et qu'il y ait 1 mètre d'eau, eh bien on ne peut pas les faire. Alors le préfet, il a dit, bon, ben, on va donner une dérogation à Massiargues, et comme ça, Massiargues, le temps qu'il fasse une digue de second rang, qui protège un petit peu et qui puisse urbaniser, parce que le but, on est une région très attractive, hein. On est une région on est le département qui augmente le plus en population, donc évidemment il faut prévoir des logements. Moi j'ai rien contre, hein, prévoir des logements. Il y a beaucoup de Lunel-Vielois qui ont quitté Lunel-Viel parce qu'ils n'avaient pas la possibilité d'avoir du logement. Donc après moi ce que je ne comprends pas, c'est que les gens de Lunel-Viel qui souhaitent un logement sont obligés de partir ailleurs, et puis à nous, on nous envoie des quartiers, Montpellier-la-Paillade, bientôt ça sera Pisse-Vendime parce qu'ils vont le réaffecter. Pisse-Vendime à un moment donné ils vont essayer de le désengorger, puis ils vont essayer de le redistribuer. Et moi je ne comprends pas parce que j'ai pas envie, moi, que Lunel-Viel, ça devienne ce qu'était Lunel dans les années 80. Alors aujourd'hui, à Lunel, effectivement, il y a beaucoup moins d'insécurité à Lunel qu'il y avait. Ben oui, on a la plus grosse compagnie de gendarmerie, on a le PSIG, on a les forces motorisées, c'est pas compliqué. La ville où il y a le plus de gendarmes, c'est Lunel. Voilà. Donc, Lunel-Viel n'est pas en capacité d'absorber autant de logements sociaux. Bon, je suis quand même ravi qu'il ait changé son fusil d'épaule. Donc, c'est-à-dire que pendant 18 ans, il nous a mis des quartiers de logements sociaux et dans son programme, il les a prévus. Et hier, comme on l'a attaqué là-dessus, il a dit « Monsieur Revert est un menteur puisque je ne vais plus faire de logements sociaux, on en a assez à Lunel-Viel. » Ben, je suis ravi de l'entendre dire, mais je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je passe à la suivante. Donc, le lien, vous pouvez le voir. Voilà. Vous voyez, ça c'est le quartier de Lune. Vous avez 2 personnes là qui habitent dans ce quartier qui sont enfoncées avec le bailleur social. Il est beau le bâtiment, hein? Voilà. Et là, vous avez vu, il y avait écrit dans l'engagement qu'il avait pris, non prévu au PLU. Ah ben c'était pas prévu, mais il y a un bâtiment quand même. C'est formidable. Qui était prévu, c'est même le maire qui a donné l'autorisation de la construction. Oui, mais on est bien d'accord. C'est eux qui ont fait. Et regardez, j'en avais parlé à ma précédente réunion, il fait 25 mètres de long, 16 mètres de large, 12 mètres de haut, et ça, c'est dans un lotissement pavillonnaire. Ça veut dire que les personnes. Avant que les gens aient construit leur pavillon, ce bâtiment était prévu. Les gens qui ont construit ont signé en connaissant l'existence de ce bâtiment. La seule différence qu'il y a eu, c'est qu'ils ont rajouté un étage. Oui, Voilà. oui, mais pas tous. Et c'est monsieur le maire qui a... Non, je vous dis, quand vous dites tous, je vous dis pas tous. Les nouvelles maisons, oui, mais les riverains qui sont là, je peux vous le dire parce qu'ils sont dans la salle. Vous allez pouvoir en discuter avec eux. Tous les propriétaires qui ont signé leur maison, ça... Non mais, les nouvelles maisons qui se sont faites, sauf que les gens qui habitaient déjà sur place, ici il y a un couple, Joséphine et Robert, d'accord? Non mais vous pourrez en parler avec eux parce qu'ils sont ici. Vous voyez? Vous savez ce qu'ils ont? Ils avaient alors ils n'ont rien, ils me l'ont dit, hein. Ils ont rien. Ici, en l'occurrence, les gens se logent, ce sont des gens très sympathiques, ils me l'ont dit, on n'a rien contre les résidents. Mais en fait, quand ils ont déposé le permis... C'est ce qu'ils nous ont dit au début, hein. Ça s'est calmé. Voilà, quand ils ont décidé de faire ce bâtiment, eux, ils avaient un magnifique terrain où ils prenaient le café dehors. Quand vous allez chez eux, vous avez une façade d'immeuble avec des balcons, je ne sais plus si c'est 8 ou 10 ou 16 logements, qui donnent directement chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils déjeunent avec les voisins. Ben écoutez, ils ont engagé en tout cas les procédures, ils ont eu gain de cause, hein, parce qu'ils ont attaqué le lotisseur, ils ont attaqué le bailleur qui a fait le logement, ils sont suivis par un cabinet d'avocats et ils vont obtenir réparation. Ils vont obtenir réparation, c'est une certitude. Parce qu'effectivement, dans le PLU, ce n'était pas prévu comme ça. Aussi haut. Bon. Tu me passes la suivante? Monsieur Robert. Oui. Ah, allez-y. Je m'excuse. Attendez, j'ai un micro si vous voulez là. C'est intéressant. Tiens. Déjà, oui. Tiens, Joséphine. J'ai travaillé sur les plans au départ avec le maire et tout ça. Non, mais il m'entend quand même. Allez-y. Mais le problème, c'est que l'immeuble qui était prévu, déjà il était plus bas. Ils avaient prévu des balcons du côté du lotissement et des balcons du côté de la nationale, ce qui allait très bien. On avait les chambres dans notre jardin, ça ne nous gênait pas. Et puis, sans nous avertir, parce que moi j'ai assisté à toutes les réunions avec le maire. Il a prévenu personne. Il a prévenu personne. Il a fait un étage de plus avec un toit pour tous. Et
il a fait, au lieu que les balcons soient sur la nationale, que les voitures passent et qu'il s'agisse de personnes, il les a fait dans notre jardin. Moi, quand je lui en ai parlé, non, il n'a rien voulu savoir. Parce que moi, j'étais pour la négociation. Après, bien sûr, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est retourné sur un toit pour tous, ce qui est normal. Mais je veux dire, moi, au niveau des voisins, je suis très contente des locataires qu'il y a dans l'immeuble. Je n'ai rien contre eux. Ce que je veux, c'est qu'il y a des lois prévues et que tous les maires doivent les respecter. Mais c'est ça. Le problème, c'est qu'il a fait ça derrière le dos de tout le monde. Voilà. En catimini. Et voilà. Et on est arrivé Mais là. alors, Voilà. Mais c'est pour ça que... non, mais c'est justement ça que je veux mettre en avant. Merci Joséphine. Je veux aller plus loin. Je veux dire que bon, on ne peut pas le prouver, mais je suis sûre qu'il a un arrangement avec un toit pour tous. Et l'arrangement, on le connaît tous ce que c'est. Hein? Voilà. Ah, vous faites comme ça, c'est quoi? C'est les pognons. Merci Joséphine. Bon, enfin voilà, mais c'est très bien qu'il y ait des témoignages comme ça, parce que moi, ce que je veux expliquer, tout simplement, c'est que quelqu'un qui nous promet effectivement que ça fait 18 ans qu'il met des logements sociaux, et il avait un programme d'en faire encore plus, et puis aujourd'hui, il nous dit non, mais c'est bon, vous inquiétez pas, c'est bon, j'ai laissé tomber, à Haïfa, il n'y aura pas de logement, enfin, il est en train de nous dire qu'il n'en fera plus. Mais quand je vois la façon dont il s'est comporté avec ces gens-là, et alors regardez ce qui est écrit, parce que ça c'est un article du journal, une belle épine dans le pied, je l'avais dit à la précédente réunion, hein, dans le pied du maire Fabrice Fenoy, élu en 2020, d'accord, mais qui était en charge de l'urbanisme au sein de l'ancienne équipe, quand le permis a été signé en 2017. Alors, regardez bien, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est M. Fenoy qui l'a écrit. Alors, M. Fenoy, moi je le dis, il me dit que moi je suis un menteur, mais lequel des deux est le plus menteur? Parce que moi, qui me trouve des choses que j'ai dites ou que j'ai faites dans ce village qui n'ont pas été respectées, je ne peux pas en trouver, puisque je n'ai rien fait. Et puis quand je prendrai moi une décision en tant qu'élu, à un moment donné, la moindre des choses, c'est d'être honnête avec les gens. Si à un moment donné, on doit faire un bâtiment quelque part, eh bien oui, si dans le cadre de l'aménagement, on veut faire un bâtiment, on rassemble les voisins, on leur explique qu'il y a un projet d'aménagement, on essaie de voir dans quelle mesure ça peut s'incorporer. Mais on ne les met pas devant le fait accompli. Et là, lui, il écrit, l'élu assume cette politique en précisant que c'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi, hein, chaque lotissement a ou aura son immeuble de logement social. Donc, c'est une volonté de sa part, et me traiter à moi de menteur, parce qu'il avait prévu autant de logements et qu'aujourd'hui il se rétracte, mais quelle confiance je vais lui attribuer, moi? Aujourd'hui, il me dit qu'il n'y a pas de logement, je vous le mets dans le mille. Si demain il est maire de ce village, il a prévu que d'ici 2030, il y aura 550 logements sociaux, il s'est engagé auprès du préfet, il est déjà en contact avec les bailleurs sociaux, il ne lui reste plus qu'à signer les permis. Alors évidemment, il a dit à sa réunion, aujourd'hui, on n'a donné aucune autorisation. Bah oui, bah évidemment, il va pas signer des permis de construire pour vous dire qu'il va faire venir 250 logements de la paillade. Mais on n'a qu'à voir sur 18 ans avec M. Charpentier la politique qu'ils ont eue. Bon, pour les plus anciens qui sont ici, vous avez connu 30 ans de Vallès. On a vu ce village, ce que ça a donné en 30 ans. Il a prospéré. Je veux dire, c'est un village qui est formidable, c'était un des villages les plus attractifs de la région. Les 18 ans de M. Fenoy et Charpentier, ils ont mis à mal ce village. Et je pense que s'il reprend la main, pour moi, je le dis sincèrement, le village est fini. On ne reviendra pas à 2012. Mais je crains que le pire reste à venir. Parce que l'individu comme lui, si moi je suis un menteur, alors lui, il a la médaille d'or. Bien voilà, donc je voulais préciser ça. Alors, c'était avant, non, Laura? Oui, merci. Vous voyez, je vous ai mis de belles photos là, du groupe Haïfa. Vous savez, les logements sociaux, les fameux logements sociaux prévus sur le site d'Haïfa. Haïfa, donc c'est un groupe qui fait des engrais, c'est israélien, hein, c'est deux gros patrons israéliens qui font de l'immobilier de luxe, c'est-à-dire qu'ils ont racheté cette filiale juste parce qu'elle était en difficulté, ils ont injecté quelques millions, mais enfin, pour eux, ça, c'est rien, c'est les miettes, comparé au patrimoine et à la gestion du patrimoine qu'ils ont dans le monde entier. Mais je viens à parler d'eux, je vais vous dire pourquoi. Dans son truc, il y avait marqué non réalisé. On est d'accord? Il a dit dans la réunion que
le groupe Haïfa, il avait l'intention de s'installer à 7, mais que non, ça y est, ils ont pérennisé, ils restent à Lunelier. Ah ben, je suis ravi qu'ils me le disent. Alors moi, j'aimerais qu'on parle d'une chose. Il y avait marqué, le groupe Haïfa n'a pas quitté les lieux. Bon, eh bien, je vais vous dire ce qu'il a dit. Parce que si moi je suis un menteur, je vais lui donner encore une information, je vais lui rafraîchir la mémoire. Il s'avère que le groupe Haïfa, qui est en place donc sur Lunéville, alors il faut savoir qu'ils ont les bureaux à Lunéville. Les bureaux qui sont à Lunéville gèrent le monde entier. Ça veut dire que de Lunéville, il y a des engrais qui sont fabriqués et la logistique, c'est voilà, le siège est à Lunéville. Donc c'est une entreprise qui prospère. Elle doit faire 55 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Enfin, ils sont en train de se développer, ils souhaitent ça. Bon, ils ont décidé donc de relooker un peu leur vieux bâtiment, c'est un peu obsolète, ça date, c'est très vieux, c'est même pas, c'est énergivore. Donc ils se sont dit, ben, on va proposer à la ville de Lunéville de faire un nouveau bâtiment. Donc ils ont déposé un permis de construire et ils injectent 800 000 euros pour faire des bâtiments beaucoup plus harmonieux. Donc il n'était, semble-t-il, pas au goût de M. Fenoy, donc il leur a rajouté 400 000 euros. Donc ils vont injecter 1 200 000 euros pour arborer, pour faire en sorte que ça s'incorpore bien. C'est le long de la nationale. Hein. Ils vont juste faire un bâtiment le long de la nationale, là où ils sont sur leur site, pour faire des nouveaux bureaux. Et puis comme ça, les anciens qui sont... pour certains, il y a des matériaux un peu amiantés, c'est un peu vieux, c'est énergivore, donc ils vont le détruire pour faire des nouveaux. Voilà. Donc en même temps, il faut un investissement. Et bien voilà, donc ça fait... puisque M. Fenoy dit qu'ils vont rester, moi ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi ça fait 1 an qu'ils attendent leur permis de construire, et que le permis de construire, il n'a toujours pas signé. Mais s'il me dit qu'Haïfa reste à Lunéville, alors pourquoi il ne signe pas le permis de construire? D'accord? Non, il a aussi demandé... En fait, moi j'y vois 2 choses. La première, c'est qu'il ne signe pas parce que, en fait, il est en train de leur mettre la pression pour faire en sorte qu'ils s'en aillent, sauf que, pensez bien qu'il pèse beaucoup plus lourd que la commune de Lunéville. La deuxième, il s'est dit non, mais ouais, je veux bien vous signer le permis, mais en fait, il leur a demandé un nombre à 6 chiffres. J'en resterai là. Il leur a dit, bon, si vous me filez tant pour la commune, peut-être que j'envisagerai de signer. Donc c'est bloqué, c'est-à-dire que le groupe est bloqué. Et le groupe demande à se développer. Et ce que vous voyez là, c'était leur projet d'extension. Une nouvelle usine d'engrais va bientôt voir le jour, vous voyez, sur Arles. Donc cette usine, au-delà des 1,2 million qu'ils injectaient pour faire leur bureau, ils injectent plusieurs millions d'euros dans une unité de production supplémentaire, d'accord, qui était prévue sur le bassin lunélois, un bassin qui est en crise en termes immobiliers, d'accord. Et ce bras de fer qu'il a engagé avec un groupe qui mangerait 20 villages comme Lunéville tous les matins, d'accord, voilà ce que ça a donné. Ça a donné qu'ils ont délocalisé la nouvelle usine au lieu de la laisser sur le Lunélois, avec, j'ai oublié de vous dire, plusieurs dizaines d'emplois créés. Donc non seulement on perd, parce que ces usines-là, quand elles s'implantent dans une commune ou dans une agro comme Lunéville, je peux vous dire que foncièrement, ces gens-là, ils participent à la vie au développement économique. Parce qu'ils payent des taxes énormes. Donc aujourd'hui, voilà, le chantage de M. Fenoy, c'est que, du coup, Haïfa a décidé de s'installer, le nouveau bâtiment de production, sur Arles. Voilà. Donc le groupe, il était prêt. Ah oui, mon frère me faisait remarquer qu'en fait, c'est un groupe qui est très généreux parce qu'ils ont une image quand même assez verte, parce que ce ne sont pas des engrais chimiques, ce sont des engrais écologiques, donc ce sont des process de fabrication un peu compliqués, mais ce sont des petits, c'est des nutriments pour les plantes pour permettre aussi aux arbres de pousser. Et en fait, ces gens-là, ils sont prêts à donner beaucoup d'argent. Mais pas sous la contrainte. Si vous allez voir un gros patron et vous lui dites c'est pas compliqué, si tu me donnes pas ça, je te donne pas ça. Lui il se dit mais qui il est lui pour m'exiger quelque chose? Donc ils avaient une campagne où ils ont planté 10 000 arbres. 10 000 arbres. Pas 10 000. Et la consigne qui a été donnée depuis Israël, c'est qu'aucun arbre ne sera planté ni sur Lunéville, ni sur l'agglo de Lunéville. Voilà. Parce que engager un bras de fer avec quelqu'un qui est prêt, parce que ce groupe-là, ils ont dit par contre,
nous, on est prêt à financer toutes les associations du village, on est prêt à financer les clubs sportifs, les maillots, pour le foot, pour ce que vous voulez. On peut aménager un parc dans le village, on peut vous planter des arbres, mais on n'acceptera aucune contrainte financière ni un chantage. Et ils ont bien raison, parce que si j'étais le patron de ce groupe, si vous me faites un chantage, je vous réponds de la même façon qu'ils ont répondu. Ça veut dire qu'ils sont allés planter les arbres ailleurs, puisqu'ils en font cadeau, hein, c'est un cadeau qu'il faut. Vous vous rendez compte, 10 000 arbres, c'est quand même énorme. Hein. Donc ils les ont plantés sur d'autres départements, et puis il a même dit, enfin, à la fin, le gros patron, il a dit, de toute façon, si vous ne les plantez pas, vous savez quoi, offrez-les à des gens, mais à Lunel, je ne veux pas un seul arbre, ni à Lunel, je ne veux rien. Et la nouvelle usine, donc elle va voir le jour sur Arles, donc malheureusement, ils n'ont pas pu attendre les élections, hein, parce qu'ils auraient souhaité attendre les élections, mais là, ils sont obligés donc ils ont posé, ça c'est récent, hein, ils ont acheté le terrain il y a 15 jours, et en fait, vous voyez, cette semaine, donc, il y a le grand patron qui est descendu, et effectivement, ils sont sur le nouveau site qu'ils ont choisi sur Arles pour implanter leur usine. Donc, à un moment donné, je pense que M. Fenoy, il ne se comporte pas vraiment bien, pas comme un élu. Parce qu'un groupe comme ça qui finance quand même le village de Lunel, c'est un village qui a la plus grosse rentrée d'argent de toutes les communes de Lunel. C'est celui qui pèse le plus lourd financièrement après Lunel, et si on ramène au nombre d'habitants, c'est nous qui contribuons le plus à l'aménagement du territoire financièrement, d'accord? Et se priver de grands groupes comme ça, qui sont prêts à faire marcher l'économie, qui sont prêts à injecter de l'argent systématiquement dans le village, eh bien je trouve que c'est une grosse perte pour notre région. Voilà. Donc Arles va en profiter, nous on n'en profitera pas, et puis voilà, bon, ben, le permis est bloqué. Bien. Alors, là je vais faire référence à M. Fenoy. On a eu un petit différend sur les réseaux sociaux il y a à peu près un an de ça, où en fait il m'a apporté une attaque directe en me disant que j'avais une maison sur Saint-Just, que je ne suis pas de l'Uniel, moi qui suis dans ce village et qui est grandi, enfin j'ai toute ma famille, mais bon. Disons que les choses se sont un petit peu envenimées. Et puis les attaques ont fusé. Donc moi, comme il s'intéressait à mon patrimoine, eh bien j'ai demandé à M. Fenoy s'il pouvait me parler d'un pied-à-terre parisien. Alors il a démenti, il a dit non, j'ai pas de pied-à-terre parisien. Alors je le confirme, il m'a accusé de menteur parce qu'il m'a dit que je l'avais accusé. Alors il a mis M. Revert Dominique, enfin bref, comme quoi j'avais supposé qu'il avait un pied-à-terre parisien, quartier Montmartre. Alors il y a un an de ça, oui, effectivement, j'étais en train de m'intéresser un petit peu à la vie de M. Fenoy, parce que c'est quand même important de savoir ce qu'il fait notre élu de la commune, comment il gère sa vie. Et en fait, j'ai jeté une bouteille à la mer. J'ai parlé de pied-à-terre parisien, tout simplement, mais parce que j'ai constaté que M. Fenoy, vous avez le lien ici, là. Attestation d'immatriculation au registre national des entreprises. Bon. Alors, je le dis ouvertement, hein, j'ai accusé à tort M. Fenoy d'avoir un appartement parisien. Alors, je confirme. Vous voyez qu'il le voit bien. Non, il n'a pas d'appartement parisien. Et maintenant, je vais lui expliquer pourquoi. Effectivement, j'ai eu ce doute au départ. Et pourquoi je lui ai tendu la perche? Bien parce qu'il s'avère qu'il y a un registre qui s'appelle l'INPI Data, qui enregistre toutes les immatriculations d'entreprises. Bon. Alors, à ma grande surprise, je suis tombé sur un document comme ça, attestation d'immatriculation d'entreprise au registre national. Vous voyez comme moi, non? Qu'est-ce qu'il est écrit? Fabrice Fenoy. Ah, ben jusque-là, ça colle. Le 4 décembre 2024. Bon. Alors moi, j'essaie de situer dans le temps, décembre 2024. Qu'est-ce qui s'est passé à Lunel à cette époque-là? Ah, à cette époque-là, ça y est, ça me revient. Oui, c'était à ce moment-là que le groupe Suez, il a eu le marché public. Le groupe Suez, il a obtenu le marché des déchets à 200 millions d'euros sur 10 ans. Ça interroge quand même, hein? Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Début d'activité le 4 décembre 2024. Bon. Activité de poste et de courrier. Une activité de poste et de courrier. Date de naissance, octobre 1972. Ah, il s'avère que M. Fenoy, il est né le 15 octobre 1972. Donc alors, soit c'est un homonyme, hein, ça se peut. Hein.
Enfin, s'il y a une autre personne dans le monde qui porte le même nom que lui, qui est né le même jour que lui, ça pourrait être le cas. En fait, ça m'interpelle encore plus là. Et puis, 65 rue Le Pic. 65 rue Le Pic, c'est quartier Montmartre. Donc c'est une domiciliation d'entreprise sur un grand quartier parisien. D'accord? Et vous voyez pourquoi j'ai mis le lien là? J'ai mis le lien parce que ça, c'est un site de la préfecture. C'est le gouvernement qui donne ces informations. C'est pas M. Revert qui a essayé de... Comme il me dit que je suis un menteur, eh écoutez, l'attestation, pour la télécharger, il faut aller sur le site du gouvernement. D'accord? Alors il s'avère que je me suis dit, tiens, c'est curieux, le maire d'une commune qui ouvre une entreprise d'activité de poste et de courrier, qui fait une domiciliation d'entreprise à Paris. Je trouve ça quand même assez surprenant, parce qu'ici, il a quand même pas mal de fonctions. Il est prof, il est président du syndicat Fiquet Étang, il travaille à l'aglo, il est maire de ce village-là. Enfin, moi, des entreprises, j'en ai ouvertes. Enfin, elles sont domiciliées dans la région, quoi. Je vais pas aller matriculer une entreprise aux États-Unis si j'habite en France. Bon. Donc, c'est pas illégal hein, d'avoir une entreprise. Hein. Mais je vais pousser un peu plus l'interrogation, parce que là, j'aimerais avoir des réponses, M. Foulon. Et je vous invite tous à lui poser des questions là-dessus. Parce qu'il voulait, en fait, la première fois, il voulait m'attaquer pour diffamation, il y a un an, en disant qu'il pouvait exiger 45 000 €. Mais je sais pourquoi il n'est pas venu. Il n'est pas venu parce que quartier Montmartre. Quartier Montmartre, c'est pas par hasard que j'ai cité son appartement quartier Montmartre. Hein. Ça vient de là. D'accord? Donc ce qu'il a oublié, c'est que j'ai un bac plus 5 en mathématiques et que le raisonnement, ça tourne nuit et jour. Hein. À 200, ça tourne vite, hein, je vous le dis. Hein. Donc, jusqu'à là, tout est légal. Là où ça va se compliquer, c'est que je me suis dit, le numéro que vous voyez ici, là, 9 3 8 1 5 4 4 2 4, c'est le numéro de SIRET qu'on attribue à l'entreprise. Donc quand vous voulez ouvrir l'entreprise, vous allez au greffe du tribunal, à Montpellier, à Paris, à Marseille, où vous voulez. Bon, lui, il est allé à Paris. Et donc, il a immatriculé l'entreprise. Ça vous donne quoi, ça? Ben, ça vous donne le droit à avoir ce qu'on appelle un extrait cabis. Et avec cet extrait cabis, vous pouvez ouvrir un compte où vous voulez, en France, à l'étranger, où vous voulez. D'accord? Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est que si vous faites une recherche sur cette entreprise, eh bien, elle n'apparaît pas. C'est une entreprise fantôme. C'est formidable. C'est une entreprise qui n'est ni immatriculée au BODAC, ni immatriculée au SIREN. Ce sont des registres nationaux. Parce que normalement, tous les gens qui ouvrent une entreprise, ils font ce qu'on appelle une publication au journal officiel. On publie sur un journal officiel en disant, voilà, moi, M. Revert, j'ai immatriculé une entreprise de telle activité. Mais c'est tout à fait légal. Eh bien, celle-ci, elle a fait l'objet d'aucune parution. Aucune parution au journal officiel. D'accord? Alors là, ça m'a un peu interpellé. J'ai dit, mais c'est bizarre, elle n'apparaît pas. Et en fait, si on va un peu plus loin, elle a été radiée le 4/12/2024. Ça veut dire que l'entreprise, elle a été radiée le même jour où elle a été ouverte. Là, ça commence à devenir sérieux. Là. Ça veut dire que donc, une entreprise a été ouverte à son nom et elle a été radiée le jour même. Alors moi, je m'interroge, je vous dis, je suis prof de maths. Je m'interroge, mais quel est l'intérêt? Quel intérêt on peut avoir à ouvrir et puis fermer l'entreprise? Moi, je me suis dit, effectivement, si on fait une erreur, on s'est trompé dans les statuts, on ferme l'entreprise et puis on met une nouvelle avec des nouveaux statuts. Sauf que celle-là, elle a été immatriculée, elle a été radiée le même jour. D'accord? Et elle donne le droit à un extrait cabis. Comme je vous dis, avec un extrait cabis, vous pouvez ouvrir partout dans le monde, ou au moins en Europe, un compte professionnel pour faire des mouvements d'argent. Enfin, quand vous faites un mouvement d'argent, normalement, vous êtes censé déclarer ça aux impôts, sauf que je me suis renseigné. Une entreprise qui est ouverte le matin et qui est fermée le soir, là, moi j'ai demandé aux impôts, si j'ouvre une entreprise le matin et puis j'ai changé d'avis, le soir je la ferme, quelle trace vous avez? Elle me dit, nous, elle n'existe pas, cette entreprise, elle n'a jamais existé, puisqu'elle n'est pas au BODAC, elle n'est pas au SIREN, elle n'est pas immatriculée. Donc ça veut dire qu'on a aujourd'hui un maire qui me traite de menteur parce que je l'ai accusé d'avoir un appartement parisien. Alors c'est vrai, il n'a pas d'appartement. Mais en tout cas, il a fait une domiciliation d'entreprise à son nom, à sa date de naissance, d'accord? Et ce type de manipulation, là, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que, je ne sais pas, vous ouvrez l'entreprise, vous la fermez le jour même,
Eh bien, alors je me suis posé la question, quel serait l'intérêt de ce genre de truc? Eh bien, en général, il y a quelques personnes qui s'adonnent à ce type de pratique, mais c'est en général pas très légal. Quand on veut passer sous le radar des impôts, quand on ne veut pas déclarer d'activité, quand on ne veut pas déclarer des transferts de fonds, quand on fait du blanchiment d'argent, on utilise ce genre de procédure. Alors moi je ne sais pas, hein. Peut-être que M. Follon il s'est trompé, mais moi j'aimerais que sur ça, vous voyez, il puisse, parce que il me dit que je suis un menteur, mais maintenant je le mets devant le fait accompli. J'aimerais qu'il m'en parle un petit peu de cette entreprise qu'il a ouverte et qu'il a fermée. Légalement, je vous le dis, c'est légal. Mais enfin, ça laisse quand même... ouvrir une entreprise et faire une domiciliation, ça a un coût. Hein. Quand vous domiciliez une entreprise dans un quartier parisien, c'est pas énorme, hein, mais ça peut vous coûter 1000 ou 1500 euros. Ça veut dire qu'il est venu l'aider d'aller à Paris, d'immatriculer une entreprise d'activité de poste et de courrier, puis le soir il a changé d'avis, il s'est dit non, mais non, c'est pas la peine, hein. Pourquoi je vais faire ça? Il rentre chez lui. Bon, eh bien ça, vous voyez, c'est quelque chose que je ne vais pas laisser passer. Alors j'en parle aujourd'hui parce qu'il m'a un peu agacé à sa réunion. Et comme il m'a agacé, ben, je lui renvoie la monnaie de sa pièce. Donc ça, évidemment, je ne risque pas de laisser passer, parce que je vais faire un signalement, parce que moi, j'aimerais en savoir plus. Je veux qu'il apporte des réponses. S'il est capable d'en donner, hein, parce que je ne sais pas ce qu'il va trouver comme explication en disant « Oui, je me suis levé le matin, je voulais ouvrir l'entreprise de poste et de courrier, parce que j'adore ça, distribuer les courriers, c'est mon kiff. Et à Paris en plus, j'adore à Paris. » Bon, enfin, parenthèse fermée. Donc, si vous le rencontrez, ben, demandez-lui qu'il vous parle de l'immatriculation de son entreprise, qui, comme je vous dis, a été ouverte le 4 et radiée le 4. Bien. Voilà, on va passer maintenant à notre programme. Alors avant, j'aimerais laisser la parole peut-être à Luc, parce que je vais présenter un peu la liste. Et donc, j'en ai fini avec M. Follon. Alors, il y en a qui disent que je l'attaque trop, mais enfin, à un moment donné, les mensonges, ça suffit. D'accord? Et les magouilles, ça suffit. Avec moi, les voyous, ils ont qu'à bien se tenir. Et en général, hein, que ce soit ceux des cités, peu importe. Parce qu'à un moment donné, c'est pareil, dans sa réunion, il a dit que dans ma liste, il y avait trop de revertes. Ah ben oui, il y avait trop de revertes. À la précédente réunion, j'ai dit que si j'avais pas le choix, je ferais une liste avec un peu plus de gens, parce qu'évidemment, j'avais 10 personnes qui voulaient me rejoindre dans la liste. Et comme M. Fenoy, il emploie entre le syndicat, entre la mairie, les écoles et tout, il emploie à peu près 150 personnes. Donc j'avais 10 personnes de bonne famille de ce village qui étaient prêts à me suivre et qui finalement ont renoncé. On renonçait parce que ça fait ici 2-3 mandats où en fait les gens se tirent dessus, c'est des menaces, et moi non, il ne me fera pas reculer. Il m'a menacé il y a 1 an en me disant que si je continuais à enquêter, j'ai dit non seulement je vais continuer, mais j'espère pour toi que tu as les mains propres. Et ceci dit en passant, l'ancien directeur de l'usine de déchets, d'accord, il est allé s'expatrier au Gabon. Je ne sais pas. L'idée lui est venue, il s'est dit je vais aller au Gabon, c'est bien le Gabon. C'est mieux. C'est mieux, enfin c'est surtout mieux si effectivement on a des choses à se reprocher, il vaut mieux se trouver au Gabon qu'en France. Donc M. Fenoy, je le lui dis clairement, hein, j'ai pas l'intention de le lâcher, non. Je ne vais pas le lâcher. Mais alors pas du tout. Si effectivement il peut apporter des justifications sur ce qu'il a fait, bon, il n'y a pas de problème. C'est pas moi, je ne suis pas juge dans ce pays. Par contre, ce que je vais faire en sorte, c'est qu'effectivement, je vais porter à la connaissance de la justice tous ces éléments que j'ai, parce qu'à un moment donné, il faut qu'il rende des comptes. Lui et son prédécesseur. Donc on passe à notre liste. Avant de me présenter moi, il y a Luc qui voulait prendre la parole, donc c'est un de mes adjoints. Merci. Bonjour à tous. I have a dream. I have a dream, j'ai un rêve. Celui du jour où nous retrouverons le village, notre village à tous. Et à l'instant, j'ai une pensée pour Jean Vallès, notre maire d'antan, que les moins de 20 ans n'ont pas eu la chance de connaître. Un homme solidaire, un homme bienveillant, un homme accessible, un homme qui avait le sens de l'intérêt général. Parce que être maire, c'est l'être auprès de chacun de nous, dans la recherche de solutions construites sans condescendance, sans hubris démesurée. Dans l'espace, c'est l'être à temps plein
Et je me souviens d'un de mes employeurs qui me disait Luc, tu sais, travailler à mi-temps, c'est résoudre la moitié des problèmes sur le terrain. La manière encore. Être maire, c'est savoir s'entendre avec les autres institutionnels pour obtenir davantage de moyens pour le village. Toujours sur l'efficacité, notre liste se compose de 27 professions de professionnels différents. Pas la même école, pas la même formation, c'est ce qui fait notre richesse. Donc je disais, retrouver notre village, pour cela, il nous fallait une figure, un visage. Quelqu'un de combatif, d'entreprenant. Quelqu'un qui nous redonne l'espoir. Merci Patrick. Quelqu'un de loyal, sincère, rigoureux, capable de nous rendre notre village. Merci Dominique d'être né parmi nous et de nous rassembler aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite vers la victoire. Les clés de notre village sont à portée de main. Alors ce que je veux maintenant, c'est que vous alliez le faire gagner. Merci à vous. Merci. Bien, bon, je découvre comme vous, je ne savais pas que... Bien, bon, après, c'est vrai, je suis d'un tempérament assez combatif. Je ne renonce pas, et surtout pas ni devant la menace, ni devant rien d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça, c'est ma nature. Alors évidemment, je le dois peut-être aux mathématiques, je suis très basé, je fais rien sans mathématiques. Moi. Je dis souvent à mes élèves, si on éliminait les maths, on reviendra à l'âge de pierre, bon, on reconstruirait tout, hein, évidemment, hein, parce que l'être humain, il est fait pour se développer, pour avancer. Donc voilà, moi je suis un enfant de Lunéville. Alors il y en a qui disent oui, j'ai une maison à Saint-Just. Bon, comme j'ai dit, oui, j'ai une maison à Saint-Just. Après, vous voyez, je ne me suis pas caché. Hein. Donc je suis né à Lunéville, enfin à Lunel, mais je suis installé à Lunéville depuis 1973, à ma naissance. Bon, j'y ai grandi pendant 27, j'ai mis mais en fait 28 ans, parce que je suis parti après mon mariage en 99, où je me suis marié ici à Lunéville avec monsieur Jean Balès, qui m'a marié. Donc j'ai 3 enfants. Bon, mon attachement à Lunéville, vous l'aurez compris, il est avant tout familial. Voilà, parce que c'est mon village de naissance, parce que c'est le village où j'ai grandi, vous voyez, vous vous rendez compte, jusqu'à 28 ans, j'y suis resté. Donc. Ben, évidemment, voilà, après le bac, j'ai fait des études supérieures en mathématiques, les classes prépa, il y a un certain niveau de mathématiques, donc il m'a fallu rester un peu plus présent à la maison, parce que je n'avais pas les moyens de me loger, tout simplement. Donc ben, j'étais dans ma maison avec mes parents, le seul, parce que mes frères et sœurs sont partis un peu plus tôt. Voilà. Bon, mes parents, ils sont arrivés dans ce village un peu avant moi, en 66, ma mère elle avait 19 ans. Ce sont des immigrés espagnols, hein, comme beaucoup de gens sont arrivés ici, que ce soit des immigrés italiens, portugais ou algériens, marocains, enfin, on a de toutes les nationalités. Donc, et pour fuir notamment le franquisme, ouais, parce qu'à l'époque de Franco, c'était pas rigolo d'être en Espagne. Il n'y avait pas de travail, mais en plus, il y avait tellement d'interdits qu'ils ont tenté leur chance, ils étaient jeunes, ils ont bien fait d'ailleurs, on le remercie, hein, parce que franchement, un pays comme la France, c'est un beau pays. Et puis voilà, donc ils ont beaucoup travaillé, entrepris, ils ont participé à la vie locale avec courage et discrétion, hein, parce qu'ils ont été plutôt discrets. Mon père, c'est pas quelqu'un qui descendait. Ma mère, quand même, un peu plus. Elle parle un peu beaucoup, comme moi, comme ma fille, et c'est comme ça. On a un gène comme ça, qui nous vient des parents. Alors, j'ai plusieurs frères et sœurs, donc j'ai 3 frères et sœurs, et on a grandi avec des valeurs simples. Hein. Vous voyez, le travail, l'effort, la solidarité, le respect de la parole donnée. Moi, je suis arrivé en 73, et puis les autres, le dernier d'ailleurs, les autres sont arrivés avant moi. En 68, Antoine. C'était en 68, c'est José. En 70, c'est Jean-Marie. En 72, c'est ma sœur Gère. Et puis moi, je suis arrivé en 73. Alors, je ne vais pas m'étaler sur la famille Reverte, mais il s'avère qu'on a eu un parcours de vie un peu difficile.
J'avais 10 ans quand mon père il a perdu l'usage de ses reins. Et je m'en souviens comme si c'était hier. Mon frère aîné, il avait 16 ans. Il prenait sa mobilette pour aller travailler parce que forcément, ma mère avec 5 enfants et un mari qui passait 3 fois par semaine en dialyse, on a eu des moments un peu difficiles. Et si j'en parle avec émotion, c'est parce que oui, la famille Reverte, elle est très soudée. La famille Reverte, elle a plutôt bien réussi. Bon, on n'est pas richissime, mais disons que travail est fort. Et je pense que quand on a connu, comme nous, et je remercie beaucoup Lunéville, c'est pour ça que je dis, ce village, on lui doit beaucoup, et aux habitants de Lunéville, on leur doit aussi beaucoup. Parce qu'ils nous ont accueillis à bras ouverts, ils nous ont tout donné. Quand on était dans des situations très compliquées, eh bien, ils nous ont accompagnés. Donc il y avait des gens très très gentils dans ce village, que ce soit, enfin, je ne vais pas tous les citer parce que comme ça je n'oublierai personne, mais on a été très 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 bien accueillis par l'ensemble des Lunévillois. Et donc aujourd'hui, on aime tellement ce village que tous, mes frères et sœurs, tout le monde est resté dans ce village. Parce que forcément, un village qui vous a tant donné, vous avez du mal à le quitter. Et c'est comme ça. Bien voilà. Donc j'ai fait des études supérieures, j'ai développé, vous voyez, je ne m'en cache pas, parce que mon activité professionnelle, j'ai refusé à l'époque de partir à Paris, parce que je ne voulais pas abandonner mes parents. J'étais le dernier, je suis resté soutien de famille un petit peu, parce que mes frères sont partis travailler très tôt. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai fini mon parcours universitaire et que je devais partir à Paris, j'ai dit non. Le rectorat m'a dit, vous ne serez pas prof de maths. J'ai dit, écoutez, je pense que le soleil, quand il brille le matin, il brille pour tout le monde. Et donc j'ai monté une structure de cours de mathématiques où j'ai enseigné les mathématiques pendant 25 ans. J'étais un coach mathématique à tous les niveaux et je boostais tous ces jeunes pour qu'ils réussissent dans leur parcours. Donc il y a de très belles réussites de gamins que j'ai accompagnés et j'en suis très très fier parce que c'est vrai que c'est difficile, les parcours mathématiques sont extrêmement compliqués et quand on est à l'origine de la réussite de gamins qui sont aujourd'hui, il y en a un qui par exemple, pour ne pas le citer, il est ingénieur chez Dassault Industries, il fabrique des moteurs de Rafale. Il y en a nombreux qui sont pilotes, il y a des médecins, il y en a qui travaillent dans l'industrie automobile, il y a des ingénieurs en automobile, il y a des ingénieurs dans tous les domaines. Et oui, parce que pour faire ce type de profession, on a besoin d'un grand niveau mathématique. Et moi, c'est ma tasse de thé. Voilà. Donc, comme je suis un hyperactif, parce que je ne sais pas rester sans rien faire, j'ai aussi développé, puisque j'ai partagé ma vie entre les maths. Et quand j'étais pas dans les universités ou dans les grandes écoles, le lendemain de la fin du jour des examens, à 6 h du matin, je partais avec mes frères sur le chantier pour poser du carrelage, poser des plaites, poser des faïences. C'est-à-dire qu'en fait, c'était travail, mathématiques, travail, et toutes les vacances scolaires, l'été, à la Noël, peu importe le jour. On est allé avec mes frères travailler le dimanche. Il y en a qui trouveraient ça pas normal. Mais à un moment donné, si quelqu'un a envie d'aller bosser le dimanche, je ne vois pas pourquoi on va l'interdire d'aller travailler le dimanche. Bien. Bien, en parlant de ça, oui. Il y a, distribue ça sinon là. Il y a le tract là, qu'il y en a une, Marine, prends-le s'il y a des gens qui en veulent là. Bien voilà. Alors, notre engagement, c'est un engagement pour la commune de 4500 habitants. Alors, je reviens un petit peu sur la dette parce qu'il m'a traité de menteur. Il a donné des chiffres, M. Fenoy, et il a dit que non, il a donné des chiffres, il a dit non, la dette du village, elle n'est pas à 4,5 millions, on est en dessous de ça, on n'est qu'à 2 millions. Ouais, sauf que dans les tableaux qu'il a donné, les graphiques, parce que je les maîtrise, les graphiques, il s'est arrêté aux chiffres en 2022-2023. Alors évidemment, s'il ne tient pas compte des 1,8 million qu'il a mis dans la salle, s'il ne tient pas compte de tous les investissements qu'il a fait sur les 2 dernières années, eh bien oui, vous enlevez 2,5 millions à la dette, ce qui fait que du coup, on n'est plus à 4,5 millions. Si vous vous arrêtez en 2022-2023, on n'est plus qu'à 2 millions. Alors à 2 millions, on est en dessous de la moyenne nationale, mais par contre à 4,5 millions, on est un petit peu surendetté. Voilà. C'est comme ça. Donc moi je pense qu'il est temps d'ouvrir une nouvelle page et surtout d'être sur les choix, les budgets. Eh bien je pense qu'il faut expliquer aux gens où va l'argent. Parce qu'ici, je vous dis, une commune qui ramasse 5,5 millions de fonciers avec les aides, il y a eu 7,5 millions. On a ramassé 7,5 millions, on a 4 millions d'euros de dette. Ça veut dire qu'on a cramé 11 millions d'euros. Alors, la salle, elle est magnifique. Mais ils sont passés où? L'argent, il passe où? Parce que quand on voit l'état du village, je ne sais pas. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Tout le monde sait ce qu'il y a eu à Lunéville avant. Tout le monde voit comment est le village maintenant.
Moi, je pense qu'on est un village qui a des capacités, mais si on ne gère pas nos finances, à un moment donné, c'est la préfecture qui va nous rappeler à l'ordre, qui va nous sanctionner en disant eh bien, je vais décider d'augmenter de 30% les impôts, parce qu'il va bien falloir la combler cette dette. Donc aujourd'hui, c'est un cadeau empoisonné que de prendre une mairie comme ça. Parce qu'il va falloir reconstruire. Donc oui, il va falloir étudier en profondeur, faire un audit pour savoir réellement la situation exacte de notre commune. Et puis à un moment donné, moi je pense qu'il a augmenté le budget de fonctionnement quand même l'année dernière de 1 million d'euros. Ça veut dire qu'il a décidé que puisqu'on gagnait 5,5 millions, il en dépensait 4,5, il s'est dit ben, puisqu'on les a, on va les dépenser. Donc il a embauché, je ne sais plus, on est à 80, 82, 83 ou 85 personnes qui sont employées dans cette commune. Alors moi, pour le moment, j'en connais beaucoup, mais je veux dire, à un moment donné, moi je trouve qu'on est un village qui a besoin effectivement, mais est-ce qu'on est obligé de dépenser tout l'argent qu'on gagne? Et puis une redistribution des services serait peut-être intéressante. Moi je me dis, normalement tout travail mérite salaire, mais enfin on ne va pas embaucher des gens pour leur faire un plaisir. On n'est pas là, moi je ne suis pas là pour embaucher tous mes amis. Je l'ai dit d'ailleurs, les seuls que j'embaucherai pas, c'est eux. Bien. Bon, une équipe qui se veut non politique et 100% compétence. Donc évidemment, dans ma liste, comme vous le verrez, bon, je ne vais pas tous les citer parce qu'ils sont 28 et puis j'avais pas envie qu'ils fassent une présentation les uns après les autres. Mais il y a 28 personnes. Donc on a des profils assez variés. Hein. Oui, j'ai beaucoup de... au vu de la situation du village, j'avais besoin de professionnels capables de gérer des services. Et des services à moindre coût. Voilà. Le comptable là, qui était avec M. Fenoy, quand je lui ai dit pourquoi ils avaient fait la salle ici, il me disait qu'une salle à l'extérieur du village, elle coûterait 14 millions d'euros. 14 millions d'euros. J'ai failli tomber à la renverse. Alors il m'a dit, ah oui, mais vous, dans votre famille, vous connaissez le bâtiment. Donc évidemment, peut-être qu'à vous, elle coûterait moins cher. 14 millions d'euros. Ils n'ont pas la notion du pognon, ces gens-là. Mais ramener ça à un salaire moyen, et je ne sais même pas si en une vie, on arriverait à gagner 14 millions d'euros en travaillant, quoi. Bon, c'est comme ça. Donc j'ai une équipe de professionnels, donc moi je pense qu'il faut gérer la commune avec méthode, efficacité et bon sens. Alors, ce qu'il faut, c'est plus d'efficacité, moins de gaspillage. Donc oui, j'ai besoin de gens qui sachent faire des choses dans ce village, notamment l'entretien, les espaces verts. On a des gens très compétents qui vont s'en occuper. La différence entre eux et nous, c'est que nous, ça va quasiment rien coûter à la commune. Voilà. Parce qu'on a du personnel, mais s'ils sont là, on va les utiliser. Et puis il suffit de mettre quelqu'un qui sache s'en occuper. On a un spécialiste des aménagements d'espaces verts qui va prendre, pour ne pas le nommer, c'est Florent, qui est artisan paysager, qui va donc s'occuper de faire en sorte que le cimetière ricoche, qu'il soit immaculé. C'est un endroit où quand on y va, il faudrait qu'on dise « Waouh, c'est magnifique !» Parce que c'est le respect qu'on doit à nos anciens. Et puis on a aussi Jean-Marie qui a des compétences certaines. Même si il est un peu impulsif, mais bon, ça tombait bien parce que quand il m'a demandé de prendre la commune, j'ai dit je vais avoir besoin de toi et de ton matériel. Parce que vous voyez, la réussite, c'est aussi ça. On dispose de matériel assez conséquent dans la famille. Donc on aura à disposition un merlot de 19 mètres, une pelle flambante neuve, une épareuse, on a tout le matériel qu'il faut. Et comme c'est ma famille, je leur ai dit les gars, vous savez quoi? Vous allez bosser gratos. Alors il me dit, t'es dur quand même, hein? Ben non. Je lui ai dit, je ne vais pas vous payer. Parce que si je dois faire un effort de 4,5 millions d'euros, il faut que nous, on commence à faire un effort financier. Donc c'est ce qu'on va faire. Enfin, c'est ce qu'on va faire si on est élu. Parce que ce qui est certain, c'est qu'on m'a demandé si jamais effectivement on n'est pas élu, est-ce que la famille reverte pourrait contribuer à embellir le village? Et là, je leur ai dit, les gars, je vous ai tendu la main. Vous m'avez dit que vous n'aviez pas besoin de nous. Allez-y. Les revertes, oui, effectivement, ils ont du matériel qu'ils mettront à disposition de la commune si elle en a besoin. Mais quand vous prenez un matériel comme ça, une mise à disposition, c'est 1 500 € par jour. Voilà. Donc, il n'y a pas de problème. Si M. Fenoy, M. Guasmi, ils veulent un merlot, ils veulent une épareuse, ils veulent un tracteur, il n'y a pas de problème. Des poids lourds, on a aussi des poids lourds, on a des 8x4. Enfin, je vous dis, la famille, elle est grande. Alors, lui, il me reproche d'avoir mis beaucoup de gens de ma famille dans le machin, mais vous savez quoi? C'est des gens sur qui je peux compter. Ces gens-là, je peux les appeler à 3 h du matin. Sans problème. Dans la famille, quand j'appelle quelqu'un, peu importe le jour, peu importe
apporte l'air, il répond toujours présent. Et c'est ça, la famille reverte, c'est ça, c'est une famille qui est capable de faire beaucoup, parce qu'on est tous solidaires, on est là pour s'entraider. Moi, je pense qu'on est arrivé à un stade aujourd'hui où, personnellement, je ne cours pas après la fortune, mon frère non plus, on est très confortablement installés, et je pense qu'on va rendre à ce village ce que le village nous a donné. On est prêt à le faire, à condition que le village le décide, parce que, je le dis, moi, c'est la démocratie. Si les gens souhaitent continuer avec M. Fenoy, mais moi, personnellement, ça va m'enlever un peu de travail. J'aurai moins de prise de tête, parce que quand je vois tout ce qu'il y a à gérer, c'est pas tellement le fait d'être élu qui me fait peur. Ça, à la limite, on est élu, on n'est pas élu. Mais quand je vois le chantier qu'il y a derrière, mais je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Mais c'est pas grave. J'ai relevé le défi, on va relever le défi, et on le fera. Et je l'ai prouvé par A plus B que oui, on est capable. À un moment donné, j'avais demandé si on pouvait visiter la tour du château Mans, qui est un patrimoine de l'Unel-Vélo que tout le monde connaît. Parce qu'on m'a demandé ce qui nous ferait plaisir. Ben, j'ai dit, moi j'aimerais, tu sais quoi, monter dans la tour. Il y a mon grand-père qui a dormi là pendant la guerre, qui est venu travailler en France parce qu'il fallait qu'il nourrisse sa famille en Espagne. Et donc la famille Mans a très généreusement logé mon grand-père à la tour du château, à la salle des armes. Et avec Jean-Louis, quand on a fait la visite du patrimoine, j'ai dit, ça serait cool qu'on puisse la visiter. Ah, mais c'est pas possible, on ne peut pas la visiter. Ah, pourquoi? Alors j'ai demandé à Véronique Baffalier, elle me dit, mais si, on va s'organiser, vous allez la visiter. Ah, mais non, elle est complètement délaissée. Elle est envahie de fientes de pigeons, elle est envahie de merde, elle est en train de... un jour, elle va tomber. Il a suffi que je dise ça. Alors on m'a dit, mais qu'est-ce que vous feriez, vous? Vous la nettoyez vous-même? J'ai dit, mais pourquoi? Depuis que j'ai 10 ans, je travaille. Parce que un jour, je suis en costume, le lendemain, je ne vais pas être en bleu de travail, mais vous allez plus souvent me voir en bleu de travail qu'en costume. Oui, je vais retrousser mes manches, oui, je vais le nettoyer, s'il faut. Est-ce qu'on a besoin d'appeler une entreprise pour lui lâcher 5 000 € pour ramasser 3 fientes et machin? Enfin, écoutez, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Bon, quoi qu'il en soit, elle a été nettoyée. J'en suis ravi, parce que chaque fois que je mets l'accent sur un problème, derrière, il y a une réaction qui est faite. Donc ils ont pris le soin de la nettoyer, j'en suis heureux. Mais moi, ce que je voudrais, c'est l'ouvrir au public. Vous, l'Unel-Vélo, je pense que ça vous ferait plaisir aussi de monter dans la tour du château, de monter dans la tour de l'église. Alors celle de l'église, c'est pareil. Hein. On ne peut pas y aller parce que, enfin, entre les pigeons et les fientes de pigeons et les pigeons morts, je ne sais pas. Apparemment, ils ont mieux à faire que de nettoyer les bâtiments de la commune. C'est pas important. L'église, c'est pas important. Et le château, c'est pas important de le préserver. Bon, allez, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Alors, nos priorités. La priorité numéro 1 que j'ai constatée ici, que beaucoup de gens m'ont dit, c'est le désert médical. Il n'y a pas eu d'anticipation, malheureusement. Donc ils n'ont pas pris conscience qu'à un moment donné, dans ce village, on avait des médecins. Et puis, force est de constater que le dernier cabinet médical il a été fermé, vendu. Et donc, ils n'ont pas anticipé. Alors aujourd'hui, il fait beaucoup de promotions illégales, mais bon, il fait de la promotion. Il vous promet qu'il va faire un grand cabinet médical. Alors ça y est, il a obtenu le permis de construire. Bon, il n'a rien trouvé de mieux pour le financer que de filer ça à un bailleur privé. Comme ça, le bailleur, il va faire des logements, il va prendre le pognon. Et puis, en échange, il nous laissera un cabinet. Enfin, un cabinet, il va nous laisser 4 murs et une dalle. Et après, il faut trouver les médecins. Donc, la priorité, c'est une solution médicale transitoire rapide. Donc, moi, j'ai déjà pris contact avec un grand cabinet médical, à qui j'ai dit, voilà, moi, j'ai un gros problème dans mon village. C'est qu'il va y avoir un cabinet, mais dans combien? Dans 1 an? Dans 2 ans? Et alors pendant 2 ans, on fait quoi? Pendant 2 ans, on attend. Alors, les gens qui ont de la mobilité, c'est pas très grave, hein, parce qu'à la limite, vous allez dans une commune aux alentours, ça c'est pas gênant. Mais les gens qui ont des problèmes, ou les personnes qui sont âgées, qui n'ont pas de mobilité, ça veut dire qu'on leur propose aucune solution. Donc moi, je vais faire en sorte de proposer une solution d'urgence. Alors, évidemment, ça va être une solution d'urgence. Ça porte son nom. Ça veut dire qu'on va mettre en place une solution transitoire pour pouvoir travailler en collaboration avec un autre cabinet médical d'une autre commune qui viendrait ici faire des permanences dans des locaux mis à disposition par la mairie pour pouvoir assurer à minima pour nos administrés les soins dont ils ont besoin pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et bien entendu, dans un second temps, il faudra faire un accueil de nouveaux professionnels de santé et l'accompagnement actif à l'installation. Alors ça, évidemment, il a déjà signé le permis, donc s'il doit y avoir une maison de santé, l'objectif, c'est évidemment de la faire et de faire en sorte qu'elle soit fonctionnelle. Parce qu'il dit que tous les villages, c'est des déserts médicaux. Non, tous les villages dans notre région, ce n'est pas des déserts médicaux.
Il y a plein de villages chez nous qui ont des grands cabinets médicaux, c'est juste que c'est une volonté politique, on le fait ou on ne le fait pas. Alors ils se sont rendus compte qu'il fallait le faire, mais en fait pour moi c'est un peu trop tard, ils auraient dû le faire. Bien. La sécurité. Alors lui il a dit qu'il n'y a pas d'insécurité, tout va bien. Bon, moi je fais face, j'ai marqué que face à l'augmentation du trafic de drogue et des incivilités, les incivilités, donc, vous les constatez comme moi, hein, puis le trafic de drogue c'est pas compliqué, vous allez à la cave, et puis vous verrez ce qui s'y passe. Et je vous ai montré quelques images. Donc, on va installer j'ai déjà contacté une société qui a déjà équipé la ville de Lunel et qui a équipé aussi la ville de Marciargues. En fait, c'est de la vidéoprotection intelligente. En fait, à un moment donné, moi je pense que quand il y a un problème quelque part, ben oui, il faut mettre les moyens pour qu'on puisse vivre tranquille. Donc, une vidéoprotection, de manière à ce qu'on puisse avoir des images sur d'éventuels trafics ou autres. C'est la meilleure façon. Donc je travaille aussi, j'ai pris contact aussi avec des douaniers, des gendarmes, parce qu'évidemment c'est une volonté politique. Si on veut, on peut. Il faut y mettre les moyens. Il faut travailler en collaboration avec les douanes, il faut travailler en collaboration avec les gendarmes, il faut travailler en collaboration avec le préfet. On met les moyens, et puis on fait en sorte que le trafic de drogue, il ne s'étendent pas dans tout le village. Aujourd'hui, on a 2 points de deal répertoriés en préfecture. Donc aujourd'hui, c'est à Lunel, on a 2 points de deal. C'est comme ça. Moi, je me fixe pour objectif de faire en sorte qu'on n'en ait plus. Voilà. Et c'est un engagement que je prends. Alors, c'est pas sans risque, hein, mais je vous l'ai dit. Hein. Moi, quand on me menace, je vais toujours de l'avant, jamais de l'arrière. Donc quand on me dit, oui, mais c'est pareil partout. Certes, c'est pareil partout, mais moi, dans mon village, je ne le veux pas. Donc je mettrai les moyens qu'il faut pour faire en sorte que ça ne se développe pas. Voilà. Alors il y en a qui m'ont dit, oui mais tu comprends, une femme, j'ai 2 enfants, ben oui moi aussi j'ai une femme et j'ai 3 enfants. Mais la loi c'est la loi. Donc on mettra les moyens nécessaires pour faire en sorte que ça soit éradiqué. Il n'y a qu'une seule solution, il faut occuper le terrain. Systématiquement il faut occuper le terrain, avec des forces de police, donc c'est pareil. Renforcement et réarmement de la police municipale. Parce que je peux le comprendre, hein, un policier, il n'a pas envie d'aller dans un quartier où on nous dit il y a une bagarre, ça tourne mal. Ah oui, personne n'a envie d'y aller. Hein. Mais à un moment donné, il vaut mieux qu'ils soient armés parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont être accueillis et que ça va mal se passer. Donc on y mettra les moyens pour justement renforcer, réarmer la police. Bon, les gendarmes, les douanes, je vous l'ai dit. La prévention, c'est important ça. Il faut auprès de ces quartiers, il faut occuper le terrain et il faut faire en sorte de les encadrer ces jeunes. Il ne faut pas les laisser livrer à eux-mêmes. Si on les laisse livrer à eux-mêmes, on sait ce que ça donne. Donc on sera là présent, même s'il faut que je fasse les apéritifs là-bas, c'est pas grave. Hein. Quand eux ils feront leur point de deal, moi je ferai l'apéro. Et j'inviterai les douaniers, les gendarmes, les préfets, et on boira l'apéro avec eux. Bien, l'éclairage public. Bon, sécuriser les déplacements, les espaces publics, parce que même si lui dit qu'il n'y a pas de fait avéré de la gendarmerie d'insécurité, le sentiment il est là. Les gens, ils ont un sentiment d'insécurité. Parce que moi j'ai plein de gens qui me disent, moi mon gamin il n'a pas le droit d'aller à la cave. Ah, ça veut dire quoi ça? Qu'à la cave, on ne peut pas y aller. C'est plus à Lunel, la cave ça ne fait plus partie de Lunel. Eh bien moi non, je trouve qu'il faudrait qu'on y aille plus souvent. Et donc l'éclairage public, pour moi, c'est des économies de bout de chandelle. Donc on est prêt à dépenser 120 000 € pour du piano. Et en contrepartie, il faut éteindre les lumières. Comme ça, on fait des économies pour pouvoir ensuite les dépenser à le piano. Vous savez quoi? Je préfère encore que les quartiers sensibles et que les rues de Lunel et que ce soit éclairé. Eh bien, s'il faut que ce soit éclairé, ça sera éclairé, point dans la ligne. La transparence financière des comptes, évidemment, alors il n'y a aucune communication. Hein. Vous ne savez pas combien coûte rien ici. On vous donne le moins d'informations possible, comme ça, vous ne posez pas de questions, et lui, il fait ce qu'il veut. Alors avec moi, c'est différent. Moi, j'annonce la couleur. On a un gros projet dans Lunel. J'annonce, voilà, on en a pour 1 million, 2 millions, 3 millions. Qu'est-ce qu'on fait? On fait ça ou on fait ça? Et si à un moment donné, je ne sais pas comment choisir, ben vous choisirez. Puisqu'après tout, c'est votre argent, c'est pas le mien. Donc vous êtes quand même en droit de dire, oui, on a envie de mettre notre argent, j'en sais rien, moi, vous voulez refaire la place, mais on refait la place. Hein. Vous voulez faire un aménagement spécial? Moi je suis d'avis que dans tous les quartiers, justement, j'ai des sollicitations des gens qui me diront on aimerait bien faire un truc ici. Ben, si c'est la population qui l'amène et si la mairie peut les accompagner financièrement,
Mais c'est dans l'intérêt de tout le monde. On est là pour vivre bien. C'est ce que je souhaiterais. Bien, et la dette, évidemment, il va falloir la surveiller. Parce que le but, c'est pas non plus de dépenser sa côté. Donc il va falloir voir, prioriser. Voilà, on a de l'argent qui rentre, il faut résorber la dette, donc il faut faire des économies. Dépenser de l'argent qui ne sert à rien, on ne le dépensera pas. Et puis quand on aura retrouvé l'équilibre financier, à un moment donné, on aura de l'argent et on dira, ben voilà, on attend, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait faire ça. C'est pas, le maire, c'est pas le grand Dieu, c'est pas le Manitou. Hein. C'est pas lui qui décide. Hein. C'est pas son argent. Donc c'est quand même au peuple de décider. Donc on peut faire, je sais pas, on peut vous demander votre avis, venir à la mairie, vote, pourquoi pas. Je parle de gros, évidemment. On ne va pas vous demander si on peut dépenser 5 000 € pour faire... Mais quand on parle de millions d'euros, quand on parle d'investissement à 1,8 million comme cette salle, à quel moment on vous a demandé si vous étiez d'accord? Jamais. Donc ça veut dire qu'il y a un type tout seul, il décide, et c'est tous les autres qui payent. Moi je trouve pas ça normal. Bien, redynamiser la vie du village. Alors, on dispose d'un réseau important de professionnels, de bénévoles, de retraités qui sont prêts à nous suivre. Hein, parce que, évidemment, même si j'ai eu du mal à faire ma liste, parce que les gens, ils ont peur de rentrer dans la liste par rapport aux pressions qu'exerce M. Fenoy, j'ai plein de candidats qui se sont barrés. Parce qu'ils m'ont dit, tu comprends, j'ai un fils qui travaille, ou j'ai un cousin, ou j'ai un neveu, ou j'ai... Bon, c'est pas grave. Je leur ai dit, je vous en veux pas. Mais par contre, ils m'ont dit qu'ils seraient prêts, parce que je leur ai dit, hein, moi, je vais donner tout mon temps pour cette commune. Mais si en face, il n'y a personne, je ne vais pas y laisser ma santé. Donc il y a plein de gens qui se sont engagés à nous accompagner, parce que je ne maîtriserai pas tout. Les festivités, enfin, tout ce qu'on pourrait faire dans ce village. Donc il y a 20 ans, il y avait 5 médecins, 3 boulangeries, un boucher charcutier, et beaucoup de commerces dynamiques. Aujourd'hui, eh bien, la plupart, ils ont disparu. Donc on va recréer les conditions de l'attractivité locale, notamment en diversifiant et en aménageant des offres de stationnement pour faciliter l'accès au village. Voilà. Donc beaucoup de commerçants souffrent du fait que, évidemment, le stationnement, il n'y en a pas. Alors il a mis la salle en plein milieu du village parce que comme lui, il veut que les gens viennent en vélo. Alors moi, vous voyez la journée comme aujourd'hui. Imaginez-vous qu'il n'y ait plus de voitures dans le village. Ça veut dire quoi? Vous allez tous vous garer à l'extérieur du village et vous allez y aller à pied avec les enfants, les poussettes, pour aller... Donc je pense que quand on fera des manifestations sur la place, évidemment, il n'y aura pas de voitures. Si on fait une manifestation, on ne va pas y mettre les voitures. Mais quand c'est les beaux jours, que c'est le printemps, on peut se garer à l'Arboretum, on peut se garer au skatepark et on peut venir à pied. Mais un jour comme aujourd'hui, s'il pleut des cordes comme ça, et vous devez aller voir votre boucher pour aller acheter votre beefsteak, et que vous devez vous taper 3 km sous la pluie, vous n'y allez pas. Donc à un moment donné, je pense qu'on peut avoir des équipements qui soient évolutifs. Des fois on peut, et des fois on ne peut pas. Il suffit de le dire. Quand on fait une manifestation dans le village, ben on dit oui, au printemps il fait beau, on peut laisser la voiture à l'extérieur, venir à pied. Et quand à un moment donné il pleut comme aujourd'hui, il faut quand même qu'on puisse aller voir son boucher, son fromager, etc. Bon, alors on y vient, la maire présent, accessible et exemplaire, bon, ça c'est ce que disait Luc justement. Parce que quand mon frère m'a proposé de relever ce défi, parce que je pensais qu'il allait trouver quelqu'un, mais il m'a dit j'ai trouvé personne. Mais en fait, je pense à quelqu'un, il me dit c'est toi. Bon. Sur le coup, j'ai dit il faut me laisser le temps de la réflexion, parce que ce que tu me demandes, c'est énorme. Pour quelqu'un qui travaille à mi-temps comme moi et qui passe beaucoup de temps à m'occuper de mes enfants et de mes parents, j'ai dit là, tu vas me donner un travail à plein temps. Oui, parce que si je suis maire, moi, contrairement à M. Fenoy ou à M. Guasby, non. Moi, les choses à moitié, je ne sais pas faire. Soit je fais pleinement, soit je ne fais pas. Donc ça veut dire que oui, je suis professeur dans l'éducation nationale au lycée Feuillade et j'ai déjà dit à ma direction que si je deviens maire de ce village, il est hors de question que je mène une activité professionnelle à côté. Parce que j'aurai suffisamment de quoi m'occuper dans le village. Il y a tellement de choses qu'il faudra faire. Donc je suis le seul candidat qui sera maire à plein temps. Et accessible. Oui, je vais réouvrir les portes de la mairie. Accueil hebdomadaire en mairie. Pour moi, un maire, c'est celui qui doit être présent pour ses administrés. Donc, à un moment donné, il y a une permanence en mairie, vous avez un problème, vous venez voir un conseiller, vous en parlez, et puis nous, on voit ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème, pour vous accompagner. Ici, on vous dit, envoyez un mail. La réponse, vous pouvez l'attendre un mois, ou des fois même, il n'y a pas de réponse.
Il y a quand même des gens qui sont allés frapper mais violemment à la porte du maire ou qui l'ont interpellé, bloqué dans la rue pour lui dire oh, ça fait 6 mois que je te cours après et il n'y a pas moyen de t'avoir. Non, un maire, il n'est pas là. S'il ne veut pas, si ça ne l'intéresse pas, mais qu'il ne prenne pas de fonction. La fonction d'un maire, c'est s'il y a un problème, qu'il y a une dégradation, le premier qui doit être présent, c'est le maire. C'est un officier de police judiciaire à un moment donné. S'il y a une bagarre dans un... il ne faut pas fuir. Il faut qu'il y aille. Et il est là pour recevoir ses administrés. Tout simplement. C'est ma philosophie. Donc ensuite, voilà, pour répondre au fait que les reverts, ils veulent s'accaparer le pognon du village. Non. Donc moi, j'ai dit, vous voyez comment j'ai fait ma liste? Parce que les autres, ils ont fait des listes. On pourra en parler des listes. Moi, j'ai demandé qui me suit. Alors j'en ai eu qui sont venus, qui m'ont demandé combien je payais. Il y en a qui m'ont demandé, oui, en fait, ils ont une dame en verfenois, il leur a refusé un permis, il aurait besoin d'avoir un permis. Bon, ben, je vais être clair avec vous. C'est pour ça que j'ai eu du mal à faire ma liste. Hein. Parce que j'ai refusé toutes ces propositions. Mais alors toutes. Il est hors de question, l'indemnité d'élu, c'est une indemnité. C'est fait parce que si évidemment il y a quelqu'un qui se mobilise 1, 2, 3 jours, 4 jours à préparer un festival, à préparer quelque chose, eh bien oui, les déplacements qu'il fait, ben on va lui donner une indemnité, 300, 400, 500 euros pour pallier à ses frais, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit lui qui finance. Mais ce n'est pas un salaire. Alors, M. Follon, il critique ma liste. Mais moi, je pourrais en parler de la sienne. Dans sa liste, il y en a qui sont adjoints, d'accord, et qui bossent dans une association, les Bisounours, dans un bâtiment qui est financé par le village, d'accord, dans lequel ils touchent une indemnité qui est déficitaire. Ça veut dire que chaque année, on apporte 10, 15, 20, 30 ou 50 000 euros pour financer les salaires d'un directeur, d'une sous-directrice. C'est quoi ça alors? Donc ils sont payés en tant qu'adjoints, ils touchent une indemnité parce qu'ils font partie d'une association qui touche de l'argent qui est financé par la commune. Mais c'est quoi ce mode de fonctionnement? La crèche, elle n'est pas communale. Donc on donne ça à une délégation, à une association, on dit voilà, vous montez une association, vous en occupez, puis voilà. Et comme il y a un déficit, c'est pas grave, la mairie, elle paye. Allez, allons-y gaiement, allons-y gaiement. Bon, donc nous, on va le réaffecter. Alors j'ai mis 10-20%, ça pourrait être même plus, hein, parce que je vais être honnête avec vous, tous les candidats qui sont venus de ma liste, ce sont tous ceux qui m'ont dit, moi tu sais, l'indemnité, je m'en fous. Ça, c'est resté dans le cerveau. Donc j'ai écarté tous ceux qui voulaient un avantage, un poste, machin, moi je veux ci, moi je veux ça. Non, tu veux rien. Tu viens parce que tu as envie de t'engager pour ce village, et je te reçois avec plaisir, et je te donnerai les directives pour que tu puisses effectivement t'épanouir dans ce village. Et à un moment donné, pour moi, un adjoint, un conseiller, même un bénévole, si un bénévole il me donne son temps et il bosse gratuitement pour la commune pendant un temps donné, mais je vais la lui donner moi l'indemnité. Je vais la faire voter. C'est pas un problème. Et c'est ce que je veux. Des gens qui s'engagent, et les gens qui s'engagent, ben, pour moi, le mot il parle à lui-même, indemnité. Moi, quand j'entends des élus de la liste Affolnois qui s'inquiètent de savoir que si jamais ils ne sont pas élus, ils ne vont plus toucher leur indemnité, ils ne toucheront plus le salaire qu'ils touchent dans l'association et qu'ils n'ont pas de travail, mais enfin, à un moment donné, il faut qu'ils aillent travailler, quoi. C'est pas un travail d'être conseiller municipal. Voilà, on le fait parce qu'on s'engage. Et alors on essaie de trouver, effectivement, on propose une indemnité. Alors l'État, il a une grille d'indemnité, mais enfin la finalité, c'est pas l'indemnité. Hein. Bien. Donc servir la commune, ça doit être un privilège. Pas un privilège, pardon. Bien, pour l'éducation, dont je vais parler, oui, parce que je dis servir la commune doit être un engagement et pas un privilège. C'est sur ça que je voulais insister, donc c'est un engagement. On s'engage. On n'est pas là pour dire, ah oui, ça y est, moi je suis premier adjoint, moi je leur ai dit. Le maire, le conseiller, l'adjoint, l'administré, on est tous dans le même rang. Voilà. Moi, je suis le premier, je passe dans la rue, je vois un papier, une canette, je descends de ma voiture, je le ramasse, je mets à la poubelle. Je ne suis pas là pour dire, oh, toi, prends le balai, va balayer. Non, 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 je prends le balai, moi, je sais, un balai, je sais comment ça marche. Il n'y a pas de problème, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme pour ça. Bon, l'éducation, la réussite pour tous, alors évidemment, comme vous l'avez compris, comme je vais quitter mes fonctions dans l'éducation nationale, et que je ne peux pas rester sans mathématiques, hein, ben je me suis dit, ben, tant qu'à faire, on va en faire profiter tout le monde.
D'accord? Donc j'ai dans l'idée de faire un accompagnement scolaire en collaboration avec des élus, parce que dans ma liste, il s'avère qu'il y a aussi des gens qui ont des compétences dans l'éducation, moi, mais d'autres personnes qui travaillent, qui sont dans ma liste, qui, vous le verrez, c'est marqué, hein, et donc ils peuvent encadrer les gamins. Il y a aussi des bénévoles qui m'ont dit qu'ils étaient prêts à aider, parce qu'aujourd'hui, ils ont mis un coup de pouce. Alors, coup de pouce à l'Union, voilà, c'est un budget qui est alloué par la mairie pour aider 12 gamins. Donc, à croire qu'à l'Union, il y a 12 gamins qui ont des besoins. Quant aux autres, eh bien, démerdez-vous. Alors, moi, je pense que non. Moi, j'ai géré pendant 25 ans un centre de cours en mathématiques. Et puis, il y avait des journées comme ça où il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs, ils venaient, et puis on échange, et puis les uns, les autres peuvent s'entraider. Il suffit juste de créer une dynamique, c'est pas compliqué. On fait des îlots, et puis il y a des bénévoles qui sont capables, puis il y a des adjoints qui sont tout à fait capables. Je veux dire, tout le monde qui a un minimum de bagages peut accompagner, on peut le faire, c'est pas un problème. Et du coup, on pourrait ouvrir ça à plus. Par contre, je veux pas de garderie, c'est pas une garderie. C'est un endroit où on vient effectivement pour travailler, et puis vous avez des adultes autour de vous qui vous apportent les conseils pour essayer de réussir votre vie, parce que l'éducation c'est important. Et donc j'ai prévu aussi de faire la création d'une structure éducative qui s'appelle les maths dans tous ses états, parce que vous l'avez compris, les mathématiques c'est important pour moi, et je ne voudrais pas m'arrêter là, et je voudrais en faire profiter le plus grand nombre. Alors il y a marqué aussi que ça se fera en partenariat avec l'aglo, probablement, parce que l'aglo de Lunel, avec qui je suis en bon long terme et en contact avec tous les élus en liste et tout, il m'a dit ça c'est bien ce que tu veux faire. Alors il me dit ça serait bien que tu le fasses à l'échelle de l'aglo. Donc moi aujourd'hui je ne suis pas président de l'aglo, donc je ne décide pas pour eux. Moi je leur ai dit en tout cas, dans mon village, je souhaite animer un atelier mathématique. Et, alors l'atelier mathématique, je le différencie du soutien scolaire tout simplement parce que pour moi c'est ouvert à tous, pas qu'aux petits. Il y a des ados dans le village, il y a peut-être même des adultes qui ont envie de découvrir ou de faire des mathématiques. C'est libre. Voilà, celui qui veut venir, je ne vous cacherai pas qu'à ce moment-là, on va parler de maths. On ne parlera pas de littérature, on fera des maths. Mais on peut faire comme ça, des îlots, vous avez des questions mathématiques, eh bien on peut y répondre. Et puis on peut vous aider même à trouver les réponses. Bien voilà, donc l'éducation c'est un point très très fort. Le bien-être animal et le cadre de vie. Alors, c'est une idée qui m'est venue parce qu'effectivement, dans ma liste, c'est Jannick Peter qui est là-bas, elle est fan des animaux, elle adore les animaux, donc, et l'idée m'est venue de dire, finalement, on rencontre souvent des problèmes avec les animaux dans les villages, et donc je me suis dit, si on avait quelqu'un qui pouvait encadrer et faire vivre le village et les propriétaires d'animaux, donc, bon, je ne vais pas développer aujourd'hui, mais il y a plein de choses qu'on pourra mettre en place. C'est pas obligatoire, hein, mais il y a des canicross, il y a des parcours avec des chiens, etc. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pas tellement d'aller amuser les chiens. Hein. En fait, l'idée, c'est surtout de favoriser le vivre ensemble, d'accompagner les propriétaires d'animaux et de prévenir les nuisances et améliorer la cohabitation de l'espace public. Voilà. Ça veut dire que s'il y a un chien errant, moi je veux savoir compter sur quelqu'un qui va pouvoir aller prendre le chien, l'identifier, hein, parce qu'elle est capable d'identifier un chien s'il est pucé, et de faire en sorte que le trouble cesse. Parce qu'on a déjà vu dans ce village des chiens qui se sont échappés et qui ont mordu des personnes. Donc à un moment donné, oui, il y a la police, mais il faut quand même aussi avoir une certaine expérience de l'animal. Moi, je vous avouerai que c'est pas que le chien me fait peur, mais en fait, je ne suis pas éducateur en chien, moi je ne connais pas la réaction d'un chien, quoi. Donc j'ai voulu faire ça. Bon, et enfin, grandir, vieillir dans notre village, on le doit à Laura Ramon, parce qu'elle est ergothérapeute, et on a aussi Chantal, qui est une autre ergothérapeute, qui en fait sont auprès des personnes âgées. Parce qu'en fait, le constat qu'elles ont fait, c'est qu'on aimerait pouvoir grandir, vivre et vieillir dans notre village. Voilà. Parce qu'il y a des personnes qui sont obligées contraintes de quitter leur logement, mais parce qu'il n'est pas adapté. Et donc, il y a des structures qui permettent justement de les accompagner. Et moi, ce que je trouve, à la réunion de la salle l'autre jour, il y avait une dame très âgée du village d'ailleurs, qui est venue me voir et qui me dit « J'étais obligée de quitter Lunel ». Parce qu'elle était très âgée, sa maison n'était plus adaptée. Elle a demandé à ce qu'elle puisse rester sur Lunel, mais elle m'a dit « Écoutez, je ne suis pas prioritaire ». Donc les logements qui ont été attribués à d'autres personnes, mais moi apparemment il a fallu que je quitte le village. Alors c'est curieux parce qu'elle habite dans un autre village, mais elle me dit qu'elle passe tout son temps dans ce village. C'est quand même formidable ça. Donc à un moment donné, moi je pense que quand on fait du logement, eh bien oui, les personnes âgées sont prioritaires. Oui, si on fait un programme de logement,
il est normal que les logements en rez-de-chaussée soient attribués, aménagés pour que des personnes de ce village qui ont vécu dans ce village puissent rester dans le village. On ne va pas les chasser. Donc on va les accompagner. Alors il y a plusieurs dispositifs, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais relogement des habitants dans la commune en plein pied accessible, la mise en place de l'accompagnement via un guichet du CCAS, c'est-à-dire avec des aides financières de l'État, ma prime date, dossier bailleur, en fait, bon bref, ils sont capables de gérer les dossiers pour ces personnes. Si une personne âgée à un moment donné, elle ne peut plus rester chez elle, bien on regarde comment on peut soit aménager son logement, soit lui proposer une solution de relogement dans la commune pour qu'elle puisse continuer, finir ses jours dans cette commune, qu'elle ne soit pas obligée de dire ben, je ne peux plus rester parce que je ne suis plus logé. Voilà. Moi, il me semble que ça reste prioritaire. Bon, vous l'aurez compris. Ensemble, donc moi je souhaiterais qu'on ouvre une nouvelle étape pour ce village. Je vais en rester là. Alors, j'ai aussi un micro. S'il y en a qui ont des questions, moi je veux bien qu'on puisse répondre aux questions. Je ne veux pas être trop long, j'ai déjà été assez long. Donc, s'il y en a qui ont des questions, voilà, j'ai un autre micro là. On va peut-être y répondre et puis on va ensuite venir boire un coup ensemble. Merci, bonjour. Alors, Monsieur Consiglio, j'habite au centre-village depuis 1980. Donc j'ai bien connu Monsieur Vallès aussi et toutes les mandatures. Depuis quelque temps, avec ma femme, depuis que nous sommes à la retraite, on a l'habitude de se promener régulièrement dans le village. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de dégradations qui sont faites, on en a parlé, mais notamment, ça m'est venu l'idée que c'était surtout de la maintenance de l'existant qui ne se faisait plus. Alors j'ai toute une liste, bien sûr, que je ne vais pas évoquer aujourd'hui, et sachez que j'ai donc un reportage photo, que j'ai une liste de toutes les petites choses que nous avons vues en nous promenant. Je parle notamment du secteur qui est quand même assez grand, puisque c'est de la nationale et tout le sud, c'est-à-dire en partie. On ne se promène pas trop sur le côté nord, si vous voulez. Donc voilà, j'ai ceci. Mon propos est tenu pour les autres listes aussi, c'est-à-dire que je fais part de ceci. Il faut savoir que pour la mairie existante, j'ai eu il y a 4 ans un premier rendez-vous avec le maire par rapport à ce sujet. Je ne veux pas être polémique, mais je vous donne toute l'information. Et l'année dernière aussi avec Madame Laporte et Madame Oliveira, je crois. Oui. Voilà. Bon, on n'a pas beaucoup avancé par rapport à ces sujets. Donc, je n'évoque pas toute la liste. Je ne vais pas non plus donner d'exemple. Non, mais à l'occasion, vous pourrez me la présenter, on pourra se rencontrer. C'est-à-dire que ce qui serait intéressant, c'est que si vous êtes aux affaires, j'aimerais bien que vous invitiez, que vous fassiez une commission avec les citoyens pour pouvoir évoquer ce sujet et présenter la liste. Je ne voudrais pas essentiellement faire ce que je fais à chaque fois, c'est-à-dire faire une réunion, en discuter, on me dit oui, et après, ce ne soit pas suivi des faits. D'accord. Faire une sorte de commission de travail serait agréablement. Voilà. J'aimerais bien être à cette invitation si vous avez envisagé ce genre de choses. Tout à fait. Alors, c'est pour la maintenance, sans évoquer donc les listes. Et après, il y a aussi la valorisation du village, effectivement. Alors, il y a un point quand même qui, juste un exemple, je pense que nous avons nord, sud-est, ouest, et sud-est, sud-ouest, ce que vous voulez, la tour de notre village se voit de partout. Et je pense qu'on voit bien l'incinérateur qui est éclairé, ce serait formidable de pouvoir éclairer la tour du village. Entre autres. Ça me fait penser aussi qu'on devait éclairer, je reste sur ce thème, parce que j'ai plein de thèmes. Oui, je me doute. Sur ce thème-là, on pourrait aussi éclairer ce qui devait être fait, le belvédère. Il n'a jamais été éclairé, ça c'était quelque chose qui devait être fait il y a quelques années. Et au même titre, nous avons déjà l'installation qui est faite au niveau de la tour du village, pas la tour, je veux dire le clocher, on a déjà les spots qui y sont, et à la limite ça pourrait être même maintenant du solaire, hein, je veux dire. Non, mais je donc voilà, ça c'est pour la valorisation, et je n'ai pas, j'ai toute une liste. Non, mais je m'en doute. Mais par rapport. C'est donc la maintenance du village et la valorisation. On se rejoint, hein, de toute façon. Je dis on se rejoint, parce que j'ai précisé qu'effectivement, dans mon programme, je souhaitais effectivement que le village soit à nouveau éclairé. D'accord ? Il y a des nouveaux systèmes d'éclairage. C'est des économies de bout de chandelle. Et quant au patrimoine de ce village, vous avez raison de le dire, tous les bâtiments publics ils partent en pièces détachées.
Et donc justement, pourquoi j'ai pris dans mon équipe des gens qui ont des compétences là-dedans? Parce que l'idée, c'est de faire un entretien régulier et permanent de nos bâtiments. Alors évidemment, c'est soumis à des financements, mais donc l'objectif, c'est de trouver par des économies des financements et de les réinjecter. Et moi, je veux que la population participe. Parce que justement, si à un moment donné, vous avez par quartier des desiderata, il faut venir nous rencontrer, il faut les présenter, vous serez, je vous le dis, une permanence, donc ça veut dire que je vais être disponible. Et à un moment donné, on fera une réunion. Ça, j'ai déjà testé, puisque je vous dis que j'ai déjà fait 2 réunions où on était en face à face, on travaillait 1h30, c'était simplement d'évoquer. Je pense que c'est le jour où vous faites une réunion avec des gens, qu'on puisse vraiment mettre à plat les choses, et à ce moment-là, Je comprends bien. Ça ne veut pas dire après que je demande des réponses immédiates sur tout. Il y a des projets qui sont à court, moyen et long terme, bien entendu. Enfin voilà, sachez que j'ai en ma possession une observation du village. D'accord, merci. Mais comme je vous disais là, nous on a déclaré notre liste assez tardivement parce que moi à la base c'était pas prévu qu'on présente une 3e liste. C'est juste que moi ce que je veux pas c'est que M. Fenoy, si vous voulez, il arrête de sévir dans ce village parce que moi j'estime qu'il est vraiment dégradé. Moi ce que j'ai dit c'est que évidemment que notre intérêt c'est de valoriser notre patrimoine et notre village. Donc aujourd'hui en veille d'élection, vous pensez bien que on ne va pas avoir les moyens techniques de parler, mais bien évidemment que si je suis disponible à plein temps, c'est pour justement prendre à bras le corps. Alors, vous savez ce que je pense? C'est que le jour où je vais ouvrir ma permanence, je vais dire aux gens, ne venez pas tous à eux. Non, mais parce que je vous le dis, évidemment qu'on prendra en compte toutes vos remarques, et il y a des gens dans ce village qui sont très bien placés parce qu'ils connaissent très très bien le village. Hein. Je pense notamment à Joan-Louis, à Yves, qui ce sont des gens c'est des gens qui sont là et qui ont déjà fait des remarques. Et moi, ce que je dis, c'est qu'on est là pour vous accompagner. C'est votre argent. Donc, à un moment donné, évidemment que s'il y a une volonté, comme là, j'ai vu que bon, il s'est vite engouffré, là, le quartier de la gare, il va le faire en simple sens de circulation parce qu'il y a des problèmes. Mais évidemment, moi, c'est une idée à Fenoy, mais j'ai rien contre. Si l'association du quartier, elle veut que la route soit à sens unique parce qu'il va y avoir beaucoup de trains qui vont passer et qu'on pourra plus traverser. Mais tout ce qui va dans le bon sens, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas. Moi, ce que je vais faire, c'est essayer de le faire à moindre coût. Parce qu'il y a plein de choses ici dans ce village, j'ai pas besoin, si j'ai pas les moyens, eh bien, on le fera nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? On est capable, dans la famille, moi je ne sais même plus le nombre de projets immobiliers que j'ai fait, parce que je vous ai dit, 2 sociétés au capital immobilier, donc à un moment donné, on sait faire des choses. Et donc, je veux aussi que les gens puissent, il y a des bénévoles qui sont prêts à nous aider. Donc à un moment donné, je mettrai en place des tables rondes pour qu'on puisse se dire, ah ben tiens, si on s'attaquait, je ne sais pas moi, à la mise en valeur de tel territoire, on a un bois, par exemple, qui est de la propriété des masses de l'autre côté du marché, c'est un armas. Il y a les ronces qui montent partout, il y a la moitié des arbres qui sont crevés, qui sont en train de crever, ils ne sont pas foutus de les nettoyer. Mais la liste, elle est longue, vous avez raison. Donc à un moment donné, il va falloir prioriser. Mais c'est bien qu'on ait des informations et qu'on puisse se dire, ah ben tiens, aujourd'hui, on va faire une opération nettoyage du bois pour qu'on puisse effectivement aller courir, aller se promener. Alors il nous invoque le fait que, je sais pas, il faut préserver les papillons, il faut préserver la nature. Donc on va laisser si vous voulez, tout être envahi de ronces. Et quand on aura des ronces qui vont rentrer dans la maison, on envisagera peut-être de les couper. À un moment donné, voilà. Est-ce que tu pourrais nous parler du projet de cette liste en matière d'associations sportives et culturelles pour toutes les associations sportives? Est-ce qu'il y a un projet particulier, un suivi particulier? Et petite question supplémentaire, est-ce que vous avez défini un projet pour l'ancienne école? Qu'est-ce qu'on fait des bâtiments de cette ancienne école? Est-ce que d'ores et déjà il y a un projet qui est défini ou pas? D'accord. Alors, dans le programme, j'ai dit que le but c'est de redynamiser le village et évidemment les associations c'est quelque chose qui compte énormément et le sport aussi. Donc, par rapport à ce que tu me dis, je repasse à ce qu'il disait qu'il veut refaire le revêtement du gymnase pour un montant de 150 000 €. Ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il a l'intention de supprimer les subventions des associations pour financer le revêtement de la salle qu'elles utilisent. Non. Non, non. Certainement pas. Donc, il est hors de question qu'on prive une association comme le tennis, qu'on a privé de 2 années de 3 000 € parce qu'ils ont mis un éclairage. Donc en fait, c'est du chantage. 3 ans, excusez-moi, je me suis trompé.
Donc, ça veut dire quoi? Ils ont demandé un éclairage. On dit, oh oui, on va vous faire l'éclairage. Combien ça coûte? 6 000 et 9 000 euros. Et bien pendant 3 ans, on ne vous donne rien. Mais c'est pas normal, ça. Donc, moi, j'avais dit, ce que je veux, c'est prévoir des manifestations, puisqu'on a les infrastructures. Donc, prévoir des manifestations, des repas partagés, des thés dansants, ce que vous voulez, je m'en fous. C'est pas grave. Mais pour lequel les bénéfices qui seront dégagés, parce que moi-même, le maire, y compris, je vous le dis, hein, s'il y a un repas dans la salle et le montant du repas c'est 25 euros, je paye 25 euros comme tout le monde. Parce que cet argent-là, si on dégage comme ça, au travers de manifestations qu'on va mettre en place, dont je pense notamment à plusieurs animations, parce que je compte le faire régulièrement, et j'ai des anciens qui m'ont dit, dans ce village, on ne se retrouve plus. On n'arrive plus à avoir des moments de partage. Mais on a des infrastructures, on a des salles qui nous empêchent de faire un repas le dimanche, un repas ouvert à tous. On peut venir en famille, hein. On a des tables, on a des chaises. Alors évidemment, si on fait venir un traiteur qui nous fait, je ne sais pas moi, une paella ou autre, et que ça coûte 15 euros, évidemment, le repas, il ne vous sera pas offert. Quand on sera à plus 4 millions, on vous offrira le repas. Tant qu'on est à moins de 4 millions, bien le repas, toutes ces manifestations que nous ferons, donc je pense à ça, je pense à d'autres choses. L'histoire du chien, c'est pareil. Quand on fait des animations de chiens, il faut savoir que c'est payant. Quand vous faites un canicross, les gens qui viennent participer payent. Tout l'argent que la commune prendra sur des manifestations culturelles ou autres, reviendront aux associations. Voilà. Donc, ça répond en partie à le début de ta question. Et la deuxième, c'était... Ah oui, alors, on a prévu effectivement de faire déjà... alors, on n'a rien, pour le moment, on n'a envisagé rien. Moi, ce que je sais, c'est que la commune dispose d'un certain nombre de locaux de bâtiments qu'il faut mettre en valeur. Alors, l'idée de professionnel, c'est parce que oui, des fois, on va faire appel à des entreprises sur cette... Mais je pense qu'on est capable de gérer beaucoup de choses au niveau de l'entretien pour faire des économies. Alors évidemment, si on achète des produits, c'est la commune qui va les payer, parce que si les artisans viennent travailler gratuitement, je ne vais pas en plus leur demander d'amener les fournitures. Mais nous, on paiera les fournitures et on va aménager, réhabiliter, si vous voulez, un certain nombre. Alors, si elles ont... Parce que moi, je préfère de loin que le foyer, l'ancienne école, l'ancienne mairie, soient mises à disposition des associations pour les utiliser, plutôt qu'on leur dise « Ah ben non, on ne peut pas y aller, de toute façon, c'est pas entretenu, donc on ne peut pas le faire. » Alors, ça ne va pas se faire en un jour. Mais si à un moment donné, il y a une volonté de votre part de prendre un local qui est disponible, eh bien, il suffit de quantifier. Comme on parlait de l'histoire du mur de tennis, comme je dis, ce n'est pas aux habitants à payer ce mur. Je pense que la commune, elle peut très bien dire, eh bien, tiens, dimanche prochain, on va faire un repas, on vous invite tous à venir partager, un repas partagé. On va fixer, je ne sais pas, 15, 20 euros le prix, on vous offre le repas avec un peu de vin. On passe une journée ensemble, vous pouvez venir avec vos enfants, avec qui vous voulez, vous pouvez le mettre dans la table que vous voulez, on se mélange, on discute, on passe une journée. On a gagné quoi? On a gagné 500 euros de bénéfices. Bon, ben, ces 500 euros, la commune, elle ne va pas les utiliser. Moi, ce que je dis, c'est qu'on peut dépenser de l'argent pour animer ce village, mais moi, j'ai toujours dit, il n'y a aucun chef d'entreprise qui dépense 120 000 euros pour récupérer 30 000 euros. Donc, l'idée, c'est de mettre de l'argent, mais il faut penser toujours à prévoir de la restauration, à prévoir des boissons, de manière à ce que cet argent qu'on va récolter, il faut pas qu'on soit à perte. Vous voyez? Donc l'idée, c'est de se dire au plus juste. Le but, c'est pas d'aller mettre des repas excessifs, mais de trouver des animations, comme je vous dis, donc le chien ou autre, peu importe. J'ai aussi dans ma liste quelqu'un qui a envisagé de faire un marché d'art. En fait, c'est un marché aux puces, mais pas les trucs courants. C'est vraiment des objets. Il y en a sur l'île Sorgue, il y en a sur Arles. Et donc lui m'a dit, moi je connais beaucoup de personnes qui seraient prêtes. Alors évidemment, c'est un événement qu'on ferait une fois par an, mais ces gens-là, quand ils viennent comme ça, une journée, ils payent 50 euros l'emplacement. Mais moi, j'en ai pas besoin des 50 euros. Ça veut dire que si on fait une journée comme ça et on dégage, je sais pas moi, 1000 euros de bénéfices, eh bien ces 1000 euros, on va les redistribuer aux gens qui en ont besoin, c'est-à-dire les associations. Parce que la boucle est bouclée, plus l'association elle met en valeur le village, plus les gens viennent dans ce village, plus on anime ce village, plus on a des retombées économiques, les commerçants, les artistes, tout le monde va en profiter. Et on redistribue l'argent. Donc c'est dans cette idée-là que je le vois. Ou alors si on a un généreux donateur qui nous file 10 millions d'euros, eh bien à ce moment-là, le problème est réglé. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qui est-ce qui a le micro?
Bon, après, on va se revoir autour d'un verre et puis on va pouvoir continuer à discuter. Mais il va vous le donner. Hein. On va essayer de le finir. Je ne sais pas quelle heure c'est, mais c'est vrai qu'on a été un peu long. Oui. Bonjour. Moi, je vais vous poser la question par rapport aux traditions, festivités taurines principalement. Comment vous imaginez la chose si vous êtes élu au mandat sur les 2 fêtes que le village possède? Moi, je vais te répondre très facilement, puisque en termes de tradition, eh bien, je peux en parler. Je ne me suis pas du tout manifesté pendant ces années, puisque j'ai trouvé beaucoup de choses qu'on a beaucoup perdues, au niveau taureau, au niveau animation, au niveau... Bon, après, avant-hier, Véronique l'a bien précisé, c'est relativement, on va dire, compliqué, parce qu'il y a ce problème de maladie, il y a ce problème de trucs. Mais moi aujourd'hui, 56 ans, je suis né à Lunel, j'aime les traditions, puisque j'étais un fou de taureau à la corde, et je peux te dire que les traditions, je m'y connais. Je suis en très bon terme avec les associations Tauromachi, Adrien Pujol, Bambo, qui s'occupent de la maestria de Lunel. Et aujourd'hui, je peux t'affirmer que si on est élu, vous aurez carte blanche pour faire les animations taureaux à Lunel-Viel. Et je te dis franchement, je t'aiderai. Voilà. Et je ne mâcherai pas mes mots, tout bien sûr, proposer bien sûr dans le village, avec des sommes modérées, que la municipalité pourra vous aider, mettre en place au niveau barrière et que la sécurité soit de rigueur. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire une manifestation de taureaux si derrière on n'a pas une assurance et on n'a pas un engagement qui nous couvre. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que le seul et unique responsable, c'est le maire. C'est pas l'association. Mais en termes de taureaux, je dis franchement, on sera ouvert et je serai présent avec vous dans la totalité. Et je te dis franchement, je vais te monter au podium. Si je peux rajouter, on avait dit que moi je voulais qu'il y ait à nouveau les comités des fêtes comme il y avait, parce qu'à l'époque, en 85, c'était mon frère Antoine qui était président de la classe, on appelait ça la classe. Ce sont les jeunes, parce que moi je vais être honnête avec vous, j'ai discuté avec Claude Chavaillet qui est prêt à nous aider. Moi je ne suis pas compétent en taureau. Je vous l'ai dit, mon domaine c'est les maths, tout ce qui est les finances, réfléchir je sais faire. Un taureau, s'il y en a un qui vient, je préfère que ce soit lui qui se mette devant que moi. D'accord? Mais évidemment que moi je leur ai dit qu'on peut faire tout ça, mais moi ce que je voudrais aussi, c'est des gens engagés derrière. C'est-à-dire que si on décide de faire une fête, je veux un comité de fête, je veux que les gens se responsabilisent. On a une réunion à la mairie, moi je vais donner un cahier de charge. Il y aura une charte de bonne conduite. Et il y aura des policiers municipaux, et il y aura des agents pour verbaliser si à un moment donné ça tourne mal. Il est hors de question que je prenne le moindre risque pour la population. Ce qui veut dire que si à un moment donné, il y a quelqu'un qui a bu et qui est sur le parcours, il est hors de question qu'on lâche un taureau s'il y a quelqu'un ivre sur le parcours. Et c'est à tout le monde de se responsabiliser. Si on veut que nos traditions perdurent, c'est tout le monde qui doit prendre la responsabilité de l'événement. Il faut éviter l'accident. Toujours éviter l'accident. Pendant longtemps, on était dans cette mentalité où il y avait un taureau, il y avait un type qui venait, il était comme ça, et il allait prendre la photo. Et nous, on était tous là, à regarder, à attendre que le taureau le lève pour que peut-être il le tue. Ça, je ne veux plus le voir. Si à un moment donné, je décrète que dans une abrivade où il n'y a pas de véhicule motorisé, il n'y a pas de véhicule motorisé. S'il y en a un qui prend son véhicule, il prend une amende. Je prends un arrêté, 150 €, c'est pas compliqué. Tu viens avec ta moto, 150 €. Donc, on est pour les traditions taurines, on a grandi là-dedans, on habitait place rue des Écoles, là, au 17. Et je veux dire, j'étais minot, on se planquait sous le camion de la fête, hein, le taureau à la corde et tout ça. De toute façon, c'est vrai que les maladies, ils ont une épée de Damoclès sur la tête, hein, mais quand je vois l'économie qu'il y a derrière, on le voit très bien. Une fête sans taureau, c'est une fête qui attire personne. Si on met des taureaux, on remplit la place, les commerçants, les bars, la mairie, tout le monde est content. Alors après, oui, il y a des gens qui n'aiment pas les taureaux, il y a des gens qui n'aiment pas les traditions, mais c'est toujours pareil. Ils ne sont pas obligés de venir. Moi, je dis souvent aux gens, quand il y aura une semaine de fête à Lunel-Viel, si vous ne voulez pas voir les taureaux, prenez des vacances. Allez à Paris, allez en Angleterre, allez où vous voulez. Mais comme ça, vous ne les voyez pas. Ils ne vous gêneront pas. Mais il faut que tout le monde y trouve son compte.
À un moment donné, on peut faire un festival, musique, jazz, ce que vous voulez. Ben, si vous n'aimez pas le jazz, n'y allez pas. C'est ça le vivre ensemble, c'est que chacun puisse satisfaire sa passion. Et ici, de toute façon, moi je pense qu'économiquement parlant, si un jour il n'y a plus de taureaux, notre région, je pense qu'économiquement, elle va en pâtir énormément. Parce que toute l'économie qui gravite autour de la tauromachie, elle est énorme. C'est énorme les retombées économiques liées, et puis notre territoire. Qui est-ce qui entretient notre territoire? C'est les maladies. Si demain ils font rien, mais ça va être la jungle, ça veut dire quoi? Qu'il va falloir que je dépasse des dizaines de milliers d'euros à débroussailler, mais il vaut mieux que ce soit les bêtes qui le mangent. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, pardon. Il y avait monsieur qui avait une question avant, monsieur de droite là. Non, à droite, monsieur, il avait la question avant, et après à toi, Pascal. Je voulais juste vous demander, bonjour à tous, qu'est-ce que devient le projet pour le Dardaillon Ouest? C'est-à-dire que là, il y a eu des états de fait, il paraît qu'il va y avoir quelque chose. Est-ce que les élections vont enlever ce projet ou pas? Vous parlez de la digue de protection? Oui. Alors, c'est un projet qui a été demandé, mais qui est mené par l'AGO. Hein. Ce n'est pas le maire qui le mène, ce sont des financements de l'agglomération. Donc, est-ce que les élections vont faire? Est-ce que les élections vont dire moi, je pense que si ça a été déjà signé, il n'y aura pas de retour en arrière. Après, moi je pense que l'idée de faire cette digue, c'est parce qu'effectivement, ils ont construit une zone inondable. Voilà, le quartier de Lune, le bâtiment qu'ils ont fait là. Moi j'ai eu des photos, là où il y a l'immeuble, c'était un lac, c'était plein d'eau. Alors, aujourd'hui, oui, c'est une zone inconstructible. Donc le problème dans ce pays, c'est que quand c'est rouge, on se dit non, mais c'est bon, on va construire. Et puis après on se dit oula, mais c'est qu'on risque d'être inondé. Alors il faut mettre des millions d'euros pour protéger un lotissement qu'on n'aurait pas dû faire. Et puis ça coûte cher. Et ça coûte une blinde. Alors ça va être financé par le... Alors c'est le Simbo qui finance, en fait, c'est l'aglo, le Simbo. Enfin, donc ils avaient prévu de faire une loi. Non, c'est pas ça. C'est le Simbo. Voilà, donc c'est le Simbo, donc ils ont prévu aussi sur Saint-Nazaire une digue de protection. Là honnêtement, moi je ne vais pas vous répondre en blanc, parce que je pense que le projet il est déjà suffisamment avancé. Ils en sont au... comment on appelle ça? Aux acquisitions foncières? Non, aux demandes d'entreprises, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui sont en train de... aux appels d'offres. L'appel d'offres? Voilà, ils en sont là. Oui. Vas-y, Jean-Louis. Non, mais c'est pas grave. Et justement, si tu connais, il vaut mieux que t'en parles. Moi, je ne suis pas un expert là-dedans. Non, de considération, mais bon, il était indiqué dès le départ, puisque j'assure, disons, une surveillance des Dardaillons, après chaque exécution de... C'est maintenant. Je fais des photos, je mets des œuvres avec le Simbo, donc je continue que les renseignements. Concernant la digue et sur l'élévation du pont, parce que le pont de Dynamite, voilà. Donc ce pont, en fait, il a été construit, le pont actuel a été construit en 1991. Et à l'époque, c'était la DDA, la Direction départementale de l'agriculture, qui était maître d'œuvre. Et ce pont, à l'époque, j'avais fait des observations en disant que ce pont serait toujours un pont submersible. Et la réponse de la DDA à l'époque, c'était la solution économique qui avait été retenue par la... Oui, mais c'est les ponts submersibles. Il y a des embâcles qui se forment, puis à un moment donné, quand ça bouche, ben, ça passe par-dessus. Donc après, on a construit ce mur en aglo sans études. C'est-à-dire comme pour le pont, il n'y a pas eu d'études ni d'enquête publique, puisqu'on n'était pas dans le cadre d'accord de la loi sur l'eau qui a été promulguée en 1991. Par contre, pour le projet, alors disons, il y a eu quand même une préétude qui a été faite menée par le Simbo. Moi, j'ai été associé en tant que, disons, par rapport à ma documentation sur les crues antécédentes. Donc, ça qui couvre une période de 40 ans. Et donc, à la suite de ça, c'est l'entreprise Aegis Euro qui a fait l'étude hydraulique. Il y a eu l'enquête publique qui s'est déroulée au mois de septembre. Moi, j'ai rencontré le commissaire enquêteur pendant les 3 séances à janvier. Donc, je lui ai parlé des observations qui ont été prises en compte d'ailleurs. Hein. Donc, par rapport aux
Oui, oui, on a vu, ça Sur- dépend. passe contre Mais le bon. concrètement, alors si je comprends bien, ce projet il est suffisamment bien avancé pour que de toute façon il aille à son terme. Et les travaux, normalement, Ils doivent attaquer incessamment sous peu. ils commenceront au mois d'octobre. Donc, vous avez la réponse à votre question. Moi, personnellement, si un truc n'est pas fait et tous les riverains ils s'y opposent, il n'y a pas de raison que je leur impose quelque chose qu'ils ne veulent pas. Alors là, il y aura Ah, bon, mais voilà, mais si tout le monde le veut, ça va se faire. C'est pour ça que je pose la question. Ah, mais... Est-ce qu'ils ne vont pas arrêter ça? Non, 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 non. Non, non, mais surtout que je vous l'ai dit, c'est financé par des... c'est pas la commune qui finance. Donc c'est de l'argent qu'on reçoit pour protéger la population, donc t'as vu, hein. La commune doit donner un nom, mais- Ouais. Il y avait Pascal là, Jean-Marie, puis on va essayer de finir. On va voir un coup. Bonjour, je vais être bref. Je suis le docteur Pascal Alterescu. J'habite le village depuis 1993 et je suis médecin urgentiste et la qualification médecine générale. Et je veux dire que je suis porté à 100%. Ton projet médical, donc si tu as besoin, je serai à tes côtés. Et s'il faut mettre en place une équipe médicale et même y participer, je serai à tes côtés. Mais c'est avec grand plaisir, hein, de toute façon. Merci à vous tous. Bien, on va boire un coup, vous avez bien mérité. Merci. Bon, et la décision, ben, elle appartient au peuple. Donc j'espère qu'ils prendront la bonne. Et puis voilà. Hein. Allez, vous avez un petit apéritif là qui vous sera offert. Et par contre, les personnes qui veulent rester, il y a une fille des mois après qui arrive. Il y aura un repas qui vous sera servi gratuitement.